Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Alexandre Delal. Alexandre est docteur en sciences du sport, coach UEFA et surtout préparateur physique pour les meilleurs joueurs de foot européens. Il a également été auteur, il intervient dans les meilleurs diplômes universitaires, enfin bref, c'est une sommité dans son domaine. Alors attention, ne te laisse pas avoir par sa modestie, il est extrêmement brillant et il en connaît énormément sur le foot. Tu vas le voir dans cet épisode, on va parler de sport collectif, bien évidemment principalement de football, parce que c'est son domaine, mais ça s'applique à d'autres styles de sport. On va parler de comment rendre une équipe performante, comment optimiser l'entraînement du footballeur, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui scientifiquement dans les dernières avancées, et surtout qu'est-ce qui fait la singularité de la réussite d'une équipe ou d'un joueur. Je te laisse à l'épisode, mais avant ça, je veux te parler de Larocque, qui est le partenaire et le sponsor officiel de l'émission depuis 2 saisons déjà. Ce sont des fabricants de matériel de musculation, de préparation physique et de kiné, qui sont basés à La Roque-d'Enterron, comme son nom l'indique, à côté de Marseille. Alors je vous garantis, pour avoir visité l'usine, que tout est fabriqué en France de A à Z. C'est quelque chose d'assez rare pour le signaler, il y a très peu de marques qui le font, et je pense que c'est quelque chose à encourager. C'est du matériel de très bonne qualité, et surtout avec un excellent rapport qualité-prix. Je te laisse avec leur annonce, et on se retrouve en fin de vidéo. Salut! Cette vidéo est parrainée par Larocque. Créée en 1989, Larocque est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Larocque est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Larocque d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Larocque travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Larocque est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Larocque s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur larocque.com. Alexandre Delal, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Ah, bonne question. Je suis un amoureux du sport, un amoureux de la préparation physique, un amoureux de la science, une personne très curieuse. Et depuis tout petit, je baigne dans le milieu du sport, du football plus particulièrement, même si j'ai toujours aimé pratiquer d'autres activités, le handball, le tennis, le ping-pong. Enfin voilà, je suis vraiment un amoureux de tous les sports, que ce soit collectif ou individuel. Et bon, j'ai une double casquette à la fois de préparateur physique, donc, à travers laquelle j'ai eu différentes expériences, à la fois en club et en sélection nationale, en France et à l'étranger. Donc ça m'a permis un peu d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir une prise de conscience d'autres méthodologies de travail, mais également voilà, de faire connaissance de beaucoup de personnes qui ont enrichi un peu ma façon de voir les choses et mon ressenti, de construire mon ressenti, ma méthode qui évolue et qui va évoluer encore tous les mois, chaque année. Enfin, voilà, on évolue sans cesse. Et en même temps, je suis une personne, comme je te le disais, donc je suis un amoureux de la science, j'adore la recherche, j'adore essayer d'aller au bout des choses. Et ouais, j'ai une casquette scientifique, donc j'essaie de lire aller au moins entre 2 et 5, 6 articles par semaine, scientifiques sur les thématiques que je cible. J'essaie de publier au mieux, c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps. J'essaie d'intervenir régulièrement auprès de différentes sociétés de formation, d'entraîneurs, de prépa physique ou d'autres activités avec lesquelles on peut avoir des interactions. J'essaie aussi d'enseigner auprès de la fac depuis 2004 et depuis 2012, je suis essentiellement on va dire intervenant au sein des masters de l'Université de Lyon auprès des futurs collègues, c'est comme ça un peu que je les appelle, les étudiants de Master 1 et 2, avec lesquels on échange beaucoup, on essaie de mettre des choses en place en termes de nouvelles réflexions autour de thématiques de recherche qu'on essaie innovatrices. C'est ce que j'essaie un peu de leur demander, d'avoir des nouvelles thématiques pour répondre à des questionnements, à des interrogations que peuvent avoir les entraîneurs, les prépas physiques, et essayer d'apporter, on va dire, un développement de nos connaissances et de nos compétences. Donc c'est cool parce que tu vois, encore il n'y a pas plus tard c'était lundi, il y a 3 jours, on a fait le point avec 2 étudiants et avec qui on a mis un protocole en place à l'Olympique Lyonnais où on essaie de comparer l'activité des joueuses, donc à l'Olympique Lyonnais féminin, pardon,
On essaie de comparer l'activité des joueuses lors de différents jeux réduits et on essaie de voir s'il y a une différence entre le niveau et l'âge. Donc on a analysé l'activité chez les pros, en réserve, en U19, en U15. On va essayer, alors on va être sur la phase de traitement statistique, voir s'il y a vraiment des différences en l'âge et le niveau. Et c'est intéressant pour peut-être pouvoir donner des billes pour mieux ajuster le contenu, peut-être orienté au sein du club, peut-être orienter nos confrères. Et c'est quelque chose qui est humble, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter des choses comme on essaye de trouver de manière, on va dire, à travers la science ou des confrères, pro, pas pro, d'autres activités, des réponses pour augmenter, optimiser je pense, notre quotidien et notre manière de prendre en charge l'activité. Ouais, je rentre les deux pieds dans le plat, hein, on y va direct. Tu parles de jeux réduits, ça m'intéresse, parce que j'ai discuté il y a quelques temps avec Jérôme Corral, que tu dois peut-être connaître. Bien sûr. Et on discutait, alors il me semble que c'était en off, sur l'intérêt du jeu réduit chez le footballeur et la footballeuse. Je fais une globalité, hein, bien évidemment. Et qui me disait qu'en fait, ça ne fonctionne vraiment bien pour développer les qualités athlétiques que sur la tranche de niveau moyen. Parce qu'au-dessus, techniquement, ils arrivent tellement à compenser qu'ils n'ont même plus besoin de courir, je caricature. Et en dessous, ils vont tellement galérer techniquement qu'en jouant, ils ne vont pas forcément mettre beaucoup de qualités athlétiques en place, mais ils vont s'améliorer techniquement, à comprendre comment on maîtrise la balle, etc. Est-ce que c'est une réalité que toi tu vois sur les pros ou pas du tout ? Je m'excuse Jérôme, mais je suis complètement pas d'accord. Pour moi, on n'est pas du tout là-dessus. Pour moi, c'est pas. Il y a un effet niveau. Donc il y a un effet du niveau, il y a un effet de l'âge, il y a un effet du genre, il y a un effet du poste. Il y a plein de facteurs limitants. Alors pour introduire, on va dire comment je suis venu à cette thématique-là, depuis 2006, Michel Dufour, qui est prépa physique à Antoine Cambaré depuis des années, et qui est un scientifique, un chercheur hors pair, et qui est vraiment quelqu'un de très très passionnant. Auteur voilà, de plusieurs livres, incroyable d'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire ses livres. Il m'avait suggéré, quand j'étais en master à Strasbourg, de comparer l'activité des joueurs lors de jeux réduits, et de comparer l'activité avec lors de, on va dire, de la réalisation de différents efforts intermittents de courte durée, de 30-30, des 15-15, des 5-25, des 10-10. Et donc on avait observé qu'il y avait des similitudes, que les jeux réduits permettaient, donc sur des joueurs de très haut niveau, d'avoir une activité, une réponse cardiaque équivalente. Donc une réponse cardiaque, je dis bien réponse cardiaque, qui à l'époque était un des marqueurs ou des indicateurs qui nous donnaient le plus d'éléments dans la quantification de la charge. On n'avait pas encore les GPS à cette époque-là, en 2005-2006. Les GPS sont arrivés un peu plus tard et la fiabilité, elle est montée aussi crescendo. Et si tu veux, jusqu'en 2012, 2013, 2014, 2015, j'ai fait ma thèse dessus, sur les jeux réduits, sur l'intérêt des jeux réduits, j'ai essayé de collaborer avec différents laboratoires de recherche, en Italie, en Espagne essentiellement, et en Angleterre. On a testé tous les paramètres, toutes les modalités qu'on peut modifier, la densité de joueurs, le nombre de joueurs, l'effet du sexe, l'effet du niveau, on a comparé ça, donc l'effet de l'âge. On a comparé la même chose si tu encourages ou si tu n'encourages pas. C'est-à-dire que si ça a un impact, les gens ne se rendent pas compte, mais si tu as une posture à l'extérieur qui est juste d'observation, peut-être que le rendu ne sera pas le même, et c'est ce qu'on a observé, et ce que des confrères ont observé, que si tu es dynamisant. Donc voilà. Mais on a eu beaucoup de résultats positifs. Sur le développement des qualités physiques, pour répondre à ta question, il y a des résultats très, très probants là-dessus, sur à la fois le développement des qualités, on va dire cardiovasculaires, mais par contre, il faut bien, on va dire, calibrer et mesurer et cadrer l'ensemble des paramètres, et c'est un petit peu là la difficulté. Mais maintenant, aujourd'hui, avec les GPS et tous les moyens qu'on a, on arrive à quantifier exactement, donc que ce soit en pro ou en amateur, les GPS sont accessibles à tout le monde maintenant, on arrive à quantifier, à avoir une vue, soit en direct, soit post-séance, sur ce qu'on a fait, et de pouvoir rectifier ou d'avoir aussi peut-être un peu le ressenti. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, pardon, ça fait 3 fois que je vais dire au jour d'aujourd'hui, mais c'est extra. Je sais que si je fais un jeu réduit avec tel et tel paramètre, tel et tel
densité, telle et telle longueur, profondeur avec telle et telle règle, j'arrive à avoir, on va dire, à estimer l'activité que peut avoir le joueur là-dessus en termes de volume de course, en termes de course à intensité, en termes de nombre d'accélération, nombre de décélération, de changement de direction, de contact. Tu vois, on avait mesuré également, ça c'était super intéressant, et on le fait encore avec d'autres étudiants, comment la modification du nombre de touches de balle a un impact sur l'activité, a un impact sur le nombre de contacts et sur les duels. On essaie d'avoir des réflexions là-dessus. Donc, si tu veux, j'ai été assez connu, où je me suis fait connaître un petit peu par rapport à cette thématique-là qu'on a un petit peu développée avec des confrères depuis 2006-2007. Et on va dire, j'ai fait, je pense, presque 50 articles scientifiques sur les jeux réduits. Il y a eu beaucoup d'effets positifs. Et avec un confrère que je voulais prendre en tant que directeur de thèse, voilà, on n'est pas allé au bout, malheureusement, pour des raisons administratives. On voulait partir sur les facteurs limitants. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est vraiment, c'est un peu déstabilisant pour certaines personnes. Il me dit, tu prônes les jeux réduits. Je dis oui, je prônais en tant que passionné du foot, en tant que, j'ai aussi le DES, donc le coach UFAA, donc j'ai voulu avoir cette sensibilité, savoir quand un coach veut appliquer un jeu réduit, qu'est-ce que ça a comme impact athlétique, physiologique, technique et mental. Moi, c'était ça un petit peu les réponses que je voulais avoir. Donc j'ai cherché en ce sens-là. Des confrères ont cherché là-dessus. Donc, je pense qu'on a assez inondé les moteurs de recherche à travers nos articles par rapport à tous ces éléments-là. Les investigations étaient bien poussées, mais on a oublié les facteurs limitants. Et les facteurs limitants, Jérôme justement a certainement raison sur certains d'entre eux, c'est que, premièrement, il y en a plusieurs et on ne les prend pas en compte. Pour moi, il y a celui du nombre de contacts qu'on peut avoir qui sont plus importants. Tu as plus de traumatos, ça c'est sûr. Donc tu vois, avec le médecin du FC Barcelone, on a eu ces discussions au mois d'octobre. On a mis des protocoles en place cette année-là pour justement essayer de voir si les jeux réduits, selon la modification de certaines modalités, vont augmenter ou pas le nombre de duels, de contacts, de traumatos, d'arrêts de jeu. Est-ce qu'on est sur un nombre plus important que celui en match? Et je parle, quand on parle en nombre, il y a toujours l'aspect général et l'aspect relatif. Donc moi, j'aime bien en faire en mètres par minute. Tu vois, de la même façon, c'est sûr que quand tu fais un jeu réduit, tu ne vas jamais dépasser, tu ne vas pas faire tes entre 8 et 13 km 7 que tu peux avoir en match en termes de volume. C'est sûr que tu ne les auras pas. Par contre, en mètres par minute, on s'approche entre 100, 120, 125 mètres par minute. En jeu réduit, tu peux toucher au-delà. Tu peux toucher des seuils qui sont plus importants. Tu peux monter à 130, 140 mètres par minute, par exemple, juste pour parler de l'aspect volume et global. Et de la même façon, ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui dans les jeux réduits, et tu vas voir que ça va être aussi un peu son facteur limitant, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus dans l'activité du joueur, quand on a les activités du joueur en match, au pic d'activité. C'est les most demanding passaging s'appelle, ou le worst case scenario, le pic d'activité tout simplement. C'est-à-dire, quelle est l'activité maximale que peut présenter un joueur durant un match, durant une période soit de 1 minute, de 3 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. Donc tu catégorises, tu cibles, et derrière tu observes et tu enregistres. Et on s'aperçoit que tu peux monter jusqu'à presque 180, 200 mètres par minute en pic d'activité pendant un match. Et les jeux réduits te permettent de recréer bien sûr l'activité en match, de recréer, je ne vais pas dire d'avoir exactement la même sollicitation, mais peut-être même de dépasser les sollicitations que tu retrouves en match, donc ces pics d'activité. Mais il faut manipuler pour ça, il faut bien connaître, il faut bien manipuler les différents paramètres. Et là, il faut avoir des notions, je pense, de connaissance de l'activité, mais de coaching, avoir une sensibilité technico-tactique. Moi, je pousse mes étudiants, vraiment, selon leur activité. Je sais que des fois, on me dit c'est pas vrai, Alex, tu ne devrais pas pousser les étudiants à passer un BE. Pour moi, ça fait partie de la connaissance. Tu vois, il faut approfondir nos connaissances. Et moi, je veux pas prendre la place du coach. Jamais je me suis permis. Tu vois, j'ai eu le DES, j'ai eu un BE2. Voilà, comprendre. C'est-à-dire que quand on va parler technico-tactique, mais voilà, quand il veut mettre un jeu en place, quand il veut mettre des choses en place en match, en entraînement, il faut que ça me fasse tilt de suite. Tu vois, avec Habib B, on a discuté là, il y a 2 semaines, longuement, on a parlé peut-être 2 heures football, mais j'ai adoré, parce que bon, les échanges, ils étaient
pertinent. Il a une sensibilité prépa physique qui est assez bonne. Je pense qu'il a vu que j'avais une sensibilité terrain qui était bonne aussi et ça a matché pas mal, tu vois. Et en fait, la construction de séance, elle est plus facile et tu réponds plus facilement aux besoins des coachs. Mais sans jamais oublier qu'on est au service du coach. On n'est pas un coach, on est au service du coach. Ça, j'insiste dessus. Petit aparté. Mais le facteur limitant, un autre facteur limitant qu'on peut avoir lors des jeux réduits, là, pour revenir dessus, c'est que c'est par petite dose. Tu vois, moi, je dis que les jeux réduits, on va pas faire la définition, mais ça permet d'avoir une dose de travail athlétique sous forme jouée. Mais c'est une dose. On n'est pas sur la quantité globale. On va jamais reproduire le volume. Ça, par exemple, ça va être difficile. Ça va être difficile de reproduire le volume. Alors, bien sûr, on travaille en ratio de l'activité en match et on travaille en ratio dans la semaine. Bien sûr, dans la quantification, ça, c'est pas un souci. Mais la difficulté, elle va être là. C'est est-ce que je vais mettre un jeu avec de la profondeur? Est-ce que je vais mettre un jeu avec de la largeur? Le coach, il veut travailler sur tel et tel aspect, il veut travailler sur la presse. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que ça va générer comme nombre d'accélération, de décélération en plus? Quel impact ça va avoir sur le plan physiologique, neuromusculaire, au niveau des ischio-jambiers? Pour peut-être le groupe en globalité, ça va aller, mais peut-être pour un ou deux joueurs qui a une petite fragilité, un petit ressenti par rapport aux réponses au questionnaire ou par rapport à des antécédents, peut-être qu'il va falloir aménager. Enfin, il y a plein de questions auxquelles on doit essayer de percuter à travers un jeu réduit. On doit de suite avoir le versant physique, physiologique, préventif, et on doit essayer d'y répondre le plus possible. Et ce qui est important, c'est que les jeux réduits vont permettre de répondre à une demande qui est de plus en plus croissante auprès des entraîneurs. C'est-à-dire que les entraîneurs, ils veulent de plus en plus, ou ils sont formés de plus en plus sur un modèle de périodisation tactique. Ça arrive en rugby, ça arrive en basket, et en football, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et les jeux réduits, forcément, ils ont une place prépondérante. Et nous, on doit être capable de pouvoir analyser, de prendre la mesure, on va dire, dans la globalité et dans tous les aspects, de manière fine, sur les impacts des différents jeux et comment on va les placer dans la semaine. J-1, J-2, J-3, J-4. Est-ce que je dois faire des compensations? Quel moment je vais les faire? Est-ce que je les fais à J-2? Tu vois, on parlait de facteurs limitants des jeux réduits. Un des facteurs limitants, c'est que pour toucher sa Vmax, il faut que tu fasses des jeux réduits avec beaucoup de profondeur. Or, en général, les jeux réduits, il y a trois types de jeux réduits. Tu as les jeux réduits, on va dire, de dimension de superficie petite. Tu as les jeux réduits modérés, à taille moyenne, et tu as les jeux réduits, ils s'appellent large studies games, avec un peu plus de superficie. Là, tu peux toucher ta Vmax, mais il faut quand même un peu de profondeur. Il faut que les règles soient faites en conséquence. Si tu n'as pas beaucoup de profondeur, tu as la règle du hors-jeu, ça va être un petit peu difficile de toucher ta Vmax. Et on le sait, les études scientifiques te montrent que si tu ne touches pas ta Vmax régulièrement durant une semaine, tu peux avoir un impact négatif, on va dire, sur ta sollicitation d'ischio-jambier, sur ta force d'ischio-jambier, sur ta capacité neuromusculaire, et tu peux être exposé de manière plus importante si tu veux, aux blessures, notamment aux ischio-jambiers. Et donc, les jeux réduits, c'est intéressant. Par contre, attention, ça augmente peut-être le nombre de contacts, peut-être le nombre de blessures par contact, de traumato. Je sais que moi, avec un coach avec qui on était, à un moment donné, on a eu plus de blessures. Mais on n'a pas eu des blessures musculaires, on a eu des blessures de contact. Et parce qu'on mettait beaucoup de jeux réduits. Donc on a dû réduire. Qu'est-ce que tu appelles blessure de contact? C'est des hématomes, des choses comme ça? Ouais, une cheville. Non, début de saison, on a eu un croisé. On a eu un croisé sur un jeu réduit. Tu vois, un impact très important. Et on a eu un croisé. Tu peux avoir des chevilles, tu peux avoir juste un coup, ça peut être une fracture. Enfin, tu peux avoir plein de choses qui peuvent t'handicaper, ou on peut te casser un métatarse, ou tu as une fracture au niveau des métatarses, c'est quand même assez embêtant. Enfin, tu peux aller de un jour à plusieurs semaines. Donc tu vas pas maîtriser parce que tu demandes d'avoir de l'impact, tu demandes d'avoir forcément de l'intensité. C'est le propre de la périodisation tactique. Donc c'est un entraînement qui va être plus court, qui est calé sur le temps de jeu effectif du match. Et par contre, tu veux une intensité maximale, à la fois sur l'aspect athlétique, sur l'aspect technico-tactique et sur l'aspect mental. Tu veux vraiment une implication de tous les instants. Et donc, forcément, tu peux avoir un peu plus de casse, traumato, je parle bien en direct. C'est pour ça qu'il y a des moyens qui existent pour éviter ça. Tu peux mettre des jeux réduits qui vont limiter le nombre de contacts. Et c'est ce qu'on fait avec le médecin Ricard Pruna du FC Barcelone. On est un peu sur cette problématique-là. On essaie d'apporter
on va dire, des recommandations, sans se prendre pour un coach. On dit, voilà, attention, si vous faites tel et tel jeu réduit, le risque va être majoré. Si vous faites tel et tel jeu réduit, les risques de contact vont être minorés. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes dans une période, votre effectif il est un petit peu réduit, vous avez quelques blessés, vous avez besoin d'avoir l'ensemble de l'effectif. Prenez moins de risques, minorez les risques. Et au contraire, des fois, tu peux te permettre, tout est vert, et c'est un petit peu ça. Et après, il y a l'aspect, je te dis, c'est pas facile, mais c'est plaisant. Il y a beaucoup d'aspects positifs. C'est une méthodologie de travail qui est plaisante. Les joueurs, ils ont la banane. Tu as une activité qui est un peu plus hétérogène. Faut pas se voir la face. Mais ça correspond après à l'activité en match. Tous les joueurs n'ont pas la même activité. C'est poste dépendant. Donc, tu t'y retrouves un petit peu. Et le live te permet d'avoir les analyses des datas en live te permettent de corriger. Et comme c'est fait en rugby depuis plusieurs années, en foot, maintenant, on arrive à corriger, à faire une compensation de suite après l'entraînement, ou si on n'a pas les moyens, on le fait le lendemain. Mais en tout cas, c'est des choses maintenant qui deviennent courantes et qui font partie maintenant du processus d'entraînement normal. Les GPS, c'est fiable comme technologie ou pas? Parce que j'ai lu des articles qui disaient qu'il y avait quand même parfois des deltas entre la réalité et les mesures de 10, 15, 20%. Alors, je ne vais pas te dire 10, 15, 20%. Je saurais plus te donner les marquants de tête, mais j'avais lu ça, je me disais, ah tiens. Bon, je ne veux pas faire un procès d'intention, mais c'est vrai que les GPS, on a grandi un peu, ma génération. C'est arrivé dans les années 2010, essentiellement. Moi, ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais depuis 2004, donc ça faisait 6 ans que j'étais déjà dans le milieu. Ça a répondu à pas mal d'éléments. C'est certain que pour toute activité à haute intensité, au départ, c'était pas super fiable. C'était pas super fiable au départ. La fiabilité, la reproductibilité des données, elle a quand même plutôt bien évolué. Les différentes marques sont de plus en plus fiables. On a encore un pourcentage d'erreurs. On a encore un petit pourcentage d'erreurs. Tu vois, là, il y a 3 ans, pour une société, on a fait un comparatif. On n'a pas publié, et pour l'instant, je pense, j'ai pas cette réflexion de la publier parce que ça peut faire du mal à une marque. Mais on a testé 7 GPS, 7 GPS de sociétés différentes. Donc on a comparé déjà pour un même GPS, donc si tu prends 2 fois le même GPS, est-ce qu'il va te donner de la même marque, est-ce qu'il va te donner, tu vas faire la même activité, donc tu vas le mettre en même temps, est-ce qu'ils vont te donner exactement la même distance totale parcourue, la même course à haute intensité. Ça c'est important. Donc déjà, certains c'était pas le cas, et certains il y avait une delta qui était très importante, c'était assez surprenant. Ça je pensais pas rencontrer. Pour moi c'est juste, on valide, c'est réglé. Pour moi, et en l'occurrence non, pas pour tous. Mais les grosses marques, on n'a pas rencontré cette problématique-là. Après, on a mesuré de manière très simple, on a mesuré, on a fait faire un 40 mètres à plusieurs joueurs pour mesurer leur Vmax pour certains et un 50 mètres pour d'autres. Donc, ils ont mis les différents GPS chacun, et on a utilisé un radar, qui est l'outil le plus fiable a priori en termes d'analyse de la vitesse max. Donc c'est ce qu'on a fait, et après on a comparé les données. Et c'est certain qu'on a beaucoup progressé là-dessus. Alors après, il y a des facteurs limitants au GPS. Facteurs limitants, c'est si ton joueur il est à côté d'une tribune, on peut avoir une déperdition de la qualité du signal. Il y a le nombre de signaux. C'est-à-dire que je crois que tu dois avoir entre 5 et 7 satellites qui doivent être connectés en même temps pour qu'il y ait un indicateur fiable. Je ne sais plus comment ça s'appelle le float. Il y a un terme bien précis, mais tu as un minimum de signal à avoir. Et si la qualité de signal n'est pas bonne, je pense qu'il y a des filtres qui font que tu perds des éléments. Il y a quelques facteurs limitants, comme toute technologie. En fait, bien sûr. Tu vois, c'est ce que je dis à mes étudiants. Moi, je fais toujours ça. Je leur dis, voilà, les technologies. Alors, il y en a qui ne sont pas forcément super fiables, mais qui peuvent vous donner des données. Donc, il faut toujours connaître l'intérêt d'une technologie, pourquoi vous allez l'utiliser. Et souvent, on oublie de penser aux limites. Et c'est là qu'il faut un petit peu avoir cet esprit critique. Alors, en tant que scientifique, j'ai toujours eu un peu cet esprit critique d'analyse, et c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu essaies de voir les limites, pas pour critiquer une société, pas pour critiquer un outil, non, pour avoir toute la mesure de l'interprétation. Les données GPS, c'est très enrichissant. Moi qui suis dans la préparation physique, dans la performance, dans les data, je trouve que ce sont des outils qui sont devenus incontournables. Maintenant, il ne faut pas te piéger. Tu
vois, faut pas être piégé par rapport à ça. L'œil, la sensibilité, l'expertise, ils peuvent complètement, si tu veux, prendre le relais de toutes ces datas sans problème, tu vois, sans problème. Tu as des coachs qui n'ont jamais utilisé ça et ça marche très bien. Il y en a qui ne l'utilisent toujours pas au jour de nos jours et ça fonctionne très bien. Donc chacun un peu sa méthodologie, mais quelqu'un qui a une sensibilité, une expertise très fine, je pense et qui percute assez vite, qui a une lisibilité du contexte, de l'environnement et de l'écosystème du joueur. Tu vois, parce que quand tu es dans un sport individuel, ce qui est intéressant, ou même dans les sports co, c'est de lire l'écosystème du joueur. C'est-à-dire comment il réagit à tel et tel effort selon la période de l'année. Tu en as au mois d'octobre, ils sont souvent un peu j'ai un joueur comme ça, moi, au mois d'octobre, souvent un peu négatif, alors que ça correspondait un petit peu à tous les éléments, on va dire, de variation hormonale qu'on peut connaître sur le plan endocrinien, baisse de la luminosité, tout ça, mais lui, c'était vraiment marquant. Mais voilà, tu analyses l'écosystème du joueur, comment il répond à des exercices, comment il répond à des types d'efforts, comment il répond physiologiquement, quel est le contexte du club, quel est le contexte du joueur, et je pense que c'est aussi... ça, c'est vraiment de la sensibilité fine qu'un staff. Et quand je dis un staff, nous, on est là pour apporter des informations fiables, pour trier des informations. On va donner des informations pour nous qui vont être alertantes au coach. Tu vois, les datas, on ne va pas donner un cahier de 50 pages sur ce que le joueur a fait en match en entraînement. On peut le faire, mais c'est ridicule. Tu vois, c'est ridicule. Non, ok, l'objectif, je donne une page. Attention, voilà, les objectifs qu'on voulait, on les a pas atteints pour tel et tel joueur. Lui, on a une alerte, il n'a pas atteint sa Vmax. L'autre, il a fait trop d'accélération, trop de changement de direction. Lui, sur le questionnaire, on nous a dit que sa note par rapport à d'habitude, sur le même type de jeu référence, était largement supérieure. Donc, peut-être qu'il est un peu plus dans le rouge par rapport aux autres. Enfin, voilà. Et on donne peut-être 4, 5 alertes qui vont nous permettre de gérer au mieux l'effectif et de réduire peut-être le nombre de blessures et de garder un peu ce niveau de performance le plus élevé possible. Et c'est un peu dans cette analyse-là, tu vois, avec Nicolas Dion, il m'avait contacté en 2012 il me dit Alex, j'aimerais bien qu'on développe un petit projet de plateforme. Donc on avait collaboré avec MyCoach, qui maintenant s'appelle MyCoach Pro, que Cindy Spaziani a développé de manière très très performante. Mais en fait, l'idée de l'outil, c'est quoi ? C'est tout simplement d'avoir une interface, c'est une AMS, un Athlete Management System, c'est d'avoir une interface qui te permet de rassembler toutes les datas et de pouvoir les manipuler et essayer de les faire parler. Ça va te permettre peut-être statistiquement et au niveau de l'analyse, de la visibilité que tu vas pouvoir rendre avec différents on va dire, outils de visualisation, ça va te permettre de construire des alertes qui vont être percutantes pour le coach. Et c'est ce qu'on veut. Et tu es assisté, en fait. Tu es assisté par un outil qui va générer, qui va collecter, qui va uniformiser, centraliser toutes les données. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que l'activité, enfin le préparateur physique moderne se doit de construire un modèle comme ça, de centralisation de data et d'observer les interactions. Mais on sait très bien, on ne mesure pas toutes les interactions, c'est difficile. Il y en a trop. Il y en a trop. Et c'est là la force de l'être humain. C'est-à-dire que on peut avoir cette sensibilité-là, d'observer par du body language, par une sensibilité, des fois qu'on ne va pas expliquer. On va peut-être modifier certaines choses et ça va être percutant. Alors que les datas vont nous dire, non. Tu vois, alors que moi, j'aime bien prendre l'exemple, mais je le prends souvent avec mes étudiants, mais une fois, on avait fait des tests on va dire biochimiques par rapport à des joueurs et on nous avait indiqué qu'un joueur ne devait surtout pas jouer, qu'il allait se blesser. Et ce joueur, il a joué, et on a réfléchi, et au final, on l'a fait jouer, on a pris le risque, et c'était le meilleur, mais de loin, il a fait peut-être même son meilleur match de sa carrière. Et tu vois, enfin, la distance qu'il peut y avoir... Comment tu expliques justement ça ? C'est intéressant. On parle d'écosystème. L'écosystème, il est tellement inconnu pour le moment. Enfin, on pense maîtriser, mais on ne maîtrise pas. La personne qui maîtrise le mieux l'écosystème de l'homme, c'est l'individu propre. C'est-à-dire qu'un joueur qui a un peu d'expérience, un peu de connaissance, il va connaître ses limites. Nous, on est là pour l'aider, on est là pour l'éduquer sur certains aspects athlétiques, sur
des éléments technico-tactiques. On va l'épauler, on est là en support. Mais c'est certain qu'on n'aura jamais toutes les réponses. Alors les éléments, attention, je ne dis pas que c'est pas bien, les indicateurs de charge interne, la fréquence cardiaque, les marqueurs biochimiques, hormonaux, aucun problème. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans un contexte, sur un suivi longitudinal, certainement. Tu vois, utiliser les prélèvements salivaires d'immunoglobulines, enfin, le CPK, ouais, ok, pourquoi pas. Je suis pas forcément pour, je trouve que c'est vraiment, c'est lourd, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on va pas chercher trop loin justement dans le foot? Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que je veux pas. Attention, moi, je te dis, j'ai une casquette scientifique et j'ai une casquette homme de terrain. La casquette scientifique te dit, on doit chercher. En fait, l'objectif, c'est de chercher et c'est de trouver quelque chose. Et des fois, on cherche, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Tu vois, on va être confronté à peut-être l'absence de résultats. Et bah, souvent, quand tu fais des études, bah, c'est ça. Tu as une hypothèse. Elle est validée ou elle n'est pas validée. Elle n'est pas validée, ben, tu fais avancer la science. C'est-à-dire que tu dis aux gens, attention, non, cette voie, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Peut-être que nous, on a eu un mauvais protocole, une mauvaise expérimentation, peut-être qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas assez. Mais en tout cas, tu remets en question ton activité. Tu essaies de faire évoluer. Et après, l'homme de terrain, il doit dire, attention, il y a des choses qu'on peut tester, il y a des choses qu'on ne va pas tester. Sur un groupe pro, par exemple, on va tester des choses qui ne vont pas modifier le quotidien d'un joueur. Tu as des joueurs qui ont un peu un protocole, des routines très précises, qui ont besoin de garder les mêmes routines avant l'entraînement, avant un match, et tu as d'autres joueurs qui ont un besoin de changer systématiquement, tous les jours, ou qui n'ont pas de routine. Donc ça dépend, on parle d'écosystème, on parle de body language, on parle de connaissances. Pour moi, la meilleure prise en charge d'un joueur et la gestion de sa charge, bien sûr, c'est de coupler les datas, de coupler une analyse fine, une relation qui est faite sur du moyen ou long terme. Tu vois, on en parlait en off avant. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, la réalité de création de performance dans un club, je parle sur l'aspect athlétique et en termes d'aspect préventif, donc limitation du nombre de blessures, elle est liée à la capacité à avoir un staff stable et sur le long terme. Et dans le foot, malheureusement, ça n'existe pas. C'est en train de se construire. Tu vois, Habib Bey, il est parti à Rennes la semaine dernière. Le staff, il est hyper complet. Ils sont staffés, ils ont un aide performance, ils ont un préparateur physique, ils ont 2 data analystes, ils ont une équipe médicale avec Eric Roland qui est au top, ils ont 2 médecins, plusieurs kinés, enfin voilà, un préparateur physique des blessés. Ils sont staffés. C'est des gens qui sont, certainement, je ne les connais pas personnellement, j'en connais 1 ou 2, mais très, très compétents. Mais on n'a pas besoin d'être une référence dans notre activité. Si on reste dans notre environnement et dans l'environnement du club sur une longue durée, ça va nous permettre de mieux comprendre, on va dire, l'impact du changement de température. On sait que le terrain, telle et telle période, il va être de cette façon, il va impacter peut-être plus les joueurs. Tu vois, à Nice, par exemple, les joueurs, ils se plaignent du terrain des fois parce qu'on sait qu'il est dur. Tu vois, le terrain est très dur. Le terrain d'entraînement, c'est un peu la même problématique qu'on peut avoir quand tu passes sur de l'hybride. Donc l'hybride, c'est génial comme terrain. Tu peux avoir une qualité de jeu qui est largement meilleure qu'avant. Par contre, la dureté est plus importante. Donc ça va avoir quoi comme impact sur le plan tendineux, sur le plan articulaire, des douleurs de dos, des douleurs au niveau du genou, pour ceux qui ont des antécédents, peut-être un impact musculaire un peu plus important, au niveau des tendons d'Achille aussi. Enfin, voilà, tu vas avoir plein de répercussions qu'il faut peut-être que si tu arrives au club, tu vas peut-être pas percuter, alors que si tu as le staff qui est en place, il peut t'alerter. Et alors moi j'aime bien le modèle anglais, le modèle espagnol aussi à Barcelone et à Madrid. Tu vois, je suis allé à Madrid là, au mois d'octobre, mois de novembre, je sais plus, ouais, pour voir Antonio Pintus. Et j'y étais en 2012 avec José Mourinho et Rui Faria qui était son prépa physique. Et j'ai été complètement surpris. Donc je suis allé voir les pros, forcément, je suis allé pour les pros, mais je suis allé voir tout ce qui se faisait. Des jeunes, donc des tout petits jusqu'aux pros, toute la semaine. Et j'ai fait la même chose il y a 12 ans. Et en fait, la méthodologie, elle est restée quasiment la même. Les hommes, il y a eu quelques changements, mais pas énormément. Mais en tout cas, il y a on va dire une stabilité qui fait que ce club-là est peut-être un club qui fournit le plus de joueurs
professionnels en Europe. Avant, tu vois, c'était l'Olympique Lyonnais en France et en Europe qui faisait partie. Mais ils ont perdu un peu de cette stabilité en changeant beaucoup de personnes au centre de formation. Et bien, à un moment donné, tu en sors peut-être un peu moins. Et c'est peut-être ça qui faisait sa force. C'est qu'ils avaient des personnes depuis plus de 15-20 ans compétents. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais ils connaîtraient pas, ils n'avaient pas la notion des datas, tout ça. Moi, je suis pour les datas. Mais moi, si une personne, elle met exactement l'intensité, elle a le ressenti qui, moi, correspond à ce que je souhaite, mais sauf qu'il n'arrive pas à le faire lier avec les datas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que ça fonctionne. Ça fonctionne. Pourquoi je vais modifier cette mécanique qui est huilée, qui marche et qui fait sortir? Je te prends l'exemple à l'Olympique Lyonnais, quand j'étais avec Claude Puel là-bas en 2010, notre équipe réserve, ou les joueurs qui arrivaient chez nous, avec les pros, qui ont fait quelques matchs, tu avais Lacazette, Tolisso, Belfodil, Gonalon, Umtiti, Plea, Lopez. On avait, je dis une bêtise, mais toute l'équipe réserve qui a terminé international. Mais en fait, on me dit on sort 2-3 jeunes par an. Non, là, on a sorti une équipe d'internationaux. Et tu dis, mais et c'est pas, on a sorti, c'est l'Olympique Lyonnais, je ne mets même pas dedans. C'est-à-dire qu'ils ont mis un processus en place de formation qui est efficace. Tu as sorti une équipe d'internationaux. Qui, dans l'histoire du football, peut dire j'ai sorti un 11 de ma réserve, les 11 de ma réserve, même plus, même en passant, tous internationaux. Ah, non, je comprends, je connais pas. Donc, je pense que si cette analyse elle est faite, on se rend compte que la stabilité des personnes, pour moi, ça garantit un petit peu cette réussite. Et pour revenir au modèle donc espagnol et anglais, donc, dont le Real Madrid, ça fonctionne comme ça, il fonctionne avec deux staffs. Tu as le staff support, le staff club, qui est identifié. Donc, Liverpool, j'avais observé ça, City, Arsenal, enfin, tous les clubs anglais fonctionnent un peu comme ça. Donc, tu as un staff club qui, on parle de staff performance, on peut avoir unité performance, tu vois, nous à l'Olympique Lyonnais, on a appelé ça le pôle performance. Chacun après, en général, c'est le pôle performance ou l'unité. Médecine, des fois, ils appellent ça aussi à Liverpool, à l'époque, c'était comme ça. Donc, tu peux avoir un médecin qui a le lead, un prépa physique, pour moi, le meilleur, on va dire, le meilleur process, c'est d'avoir un représentant médical et un représentant prépa physique, tu vois, qui travaillent main dans la main, sans se mettre l'un au-dessus de l'autre, jamais. Pour moi, on est jamais. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas kiné. On peut avoir une sensibilité, mais on n'est pas kiné, on n'est pas médecin. On est là pour l'aider. Lui, il nous aide, on l'aide, on lui donne un peu ce qu'on fait sur le plan technique. Il y a une relation. C'est important de parler aussi de ça. Peut-être qu'on rebondira un peu sur la relation prépa médicale. Donc, tu as le staff propre au club avec des prépas physiques qui ont des process de retour à la blessure, de RTP, de prise en charge du joueur, de développement de la force, développement de la vitesse, de compensation, d'analyse, et qui vont être là, de gestion des datas, qui vont être là pour aider un staff qui arrive peut-être pour une longue durée, peut-être pour une courte durée, mais en football, on ne sait pas. La durée de vie d'un coach en club, c'est 11 mois, j'avais lu dernièrement. Et ça, c'est lié à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de projet sur le long terme mis en place directement avec le club? C'est parce qu'il y a non, je sais. Si, parce que des conflits politiques, c'est quoi? Si tu as un staff qui est support, qui est stable au club, il y a un objectif. On a une volonté sur le long terme, mais les staffs qui bougent beaucoup, c'est peut-être, je sais pas, hein, j'ai envie de te dire, c'est des fois la peur, tout simplement, qui peut te faire surréagir par rapport à des événements. Il y a des enjeux économiques qui sont importants. Il y a beaucoup d'enjeux, donc je ne suis pas du tout dans les discussions de ces éléments-là, donc je ne peux pas te répondre et je ne pourrai jamais. Et je sais que c'est difficile. Je pense que virer une personne. Moi, de ma carrière, j'ai demandé à me séparer une seule fois d'une personne dans un staff avec qui j'étais et dont j'avais la gestion. Et c'était un crève-cœur. C'était un crève-cœur et c'est dur à faire humainement. C'est horrible. C'est pas du tout. Et si tu veux l'aspect humain. Au final, dans le football de haut niveau, dans le sport de haut niveau, mais dans le football encore plus parce qu'il y a plus d'argent, est-ce que l'aspect humain a sa place? Est-ce que les sentiments ont leur place? Je suis pas certain. Je vois, là, il y a des thématiques qui ressortent de plus en plus sur la gestion, les contrats qui existent, ou les projets Mbappé chez les jeunes joueurs qui ont 12, 15 ans, 16 ans. C'est sûr que, tu vois, j'observe moi de plus en plus. Je vois, parce que j'ai mon fils qui a 14 ans, c'est pas un phénomène, mais je vois qu'il y a des joueurs de sa génération, des joueurs moyens qui sont dans des clubs pro. Je comprends pas, tu vois, je suis dans le milieu du foot de haut niveau et je suis pas entraîneur, mais j'ai un petit peu une sensibilité. Et je me dis, mais je me projette pas du tout. Et c'est dur, tu vois, de dire, c'est un milieu où l'humain, tu vois, des fois,
ça peut être que des arrangements où il n'y a pas trop de sentiments, où des fois ça peut être un peu magouille. Ça, on coupera un petit peu. Hein. On pourra parler de ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ces aspects-là, ils sont... Pour moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir... Peut-être que tu feras un podcast avec Jean-Michel Aulas, ces personnes-là. Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est incroyable. Moi, Jean-Michel Aulas, j'ai connu Jean-Michel Aulas et Jean-Pierre River. Incroyable. Ces deux personnes, tu dis, ouais, ils sont incroyables. Tu parles avec eux, tu parles 3 jours. Le deuxième, tu m'as dit? Jean-Pierre River. Ah, de River. Nice. C'est des gens qui sont... J'avais entendu Higuer. Non, très intéressant. Et Jean-Michel Aulas, pour moi, je lui dois énormément. C'est quelqu'un que j'apprécie et qui pourra t'expliquer mieux que ça. Lui, je crois que c'est... je te confirme même, il a rompu le contrat d'un coach une seule fois. C'était Alain Perrin, je crois. Peut-être que je me trompe, mais je suis quasi sûr. Sinon, il a toujours laissé la stabilité des résultats, la stabilité ou le temps. Ce qui fonctionnait bien. Ouais, mais tu vois, avec un ou deux coachs, après, ça n'a pas forcément bien marché. Il leur a laissé quand même le temps, presque aller au bout du contrat. Donc lui, c'est quelqu'un qui est quand même clairvoyant. On lui doit beaucoup de choses dans le football français. Jean-Michel Aulas a beaucoup œuvré, que ce soit pour les féminines ou pour l'activité aussi des garçons. Donc on lui doit beaucoup pour la formation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est visionnaire et qui a une certaine perspicacité dans son analyse. Et on doit aussi prendre compte que s'il a fonctionné de cette façon-là, peut-être et qu'il a eu des résultats, c'est que c'était peut-être la bonne façon, tu vois. Après, je sais pas, tu vois, notre milieu est un peu instable, mais après, c'est la vie tout simplement d'un coach, on le sait. C'est un constat, on sait que la vie d'un coach peut être courte, elle peut être longue. C'est comme ça, donc il faut accepter les règles du jeu, de remplacer quelqu'un et d'être remplacé, de ne pas en vouloir aux personnes qui te remplacent et peut-être d'avoir une relation. Tu sais que la personne que toi tu vas remplacer, il faudra peut-être prendre des pincettes, c'est pas facile. Moi, ça m'a toujours gêné, tu vois, de venir après quelqu'un. C'est quelque chose qui m'a toujours gêné, humainement. Tu as l'impression de lui prendre le poste, alors que c'est pas du tout l'objectif. Tu comprends que le coach veut prendre des personnes avec qui il a déjà un mode de fonctionnement. Bien sûr. Il sait comment... il prend pas de risque. Voilà, il va gérer humainement les personnes et professionnellement. Et donc, ça lui fait un gain de temps de suite. Et c'est sûr que des fois, malheureusement, ça met en place, ça enlève des personnes du club. Maintenant, c'est un petit peu évolué, parce que maintenant, les clubs se construisent avec un staff support. Je te disais, Rennes, très bien staffé. C'est très bien staffé. Tu peux changer les coachs. Tu as un staff de très, très haute performance. Tu vois, je ne les connais pas, mais à Strasbourg, ils sont en train de construire cette méthodologie également. Ils sont en train de travailler là-dessus, d'avoir cette réflexion. Tous les clubs commencent un petit peu à avoir cette réflexion. À Monaco, ils ont cette réflexion. Donc bon, on est en train de modifier un peu nos on va dire, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Nos mentalités. On est en train de s'ouvrir. Pour moi, on est en décalage, parce que ça fait plusieurs années qu'on doit le faire. On est un peu en retard, mais bon, il n'est jamais trop tard. Après, ce qui me gêne, et j'étais récemment au congrès des kinés du foot pro, Emmanuel Laurent et Pascal Maillet, les médecins fédéraux, le responsable fédéral des médecins français et le responsable du centre médical de Clairefontaine, ils m'ont invité pour représenter un peu la prépa physique et échanger avec les kinés. Et j'ai beaucoup entendu que les prépas physiques prenaient trop de place et commençaient à prendre trop de place. Je suis d'accord avec eux. Je suis préparateur physique et je suis d'accord avec eux on peut observer que des fois, il y en a peuvent prendre trop de place, peuvent avoir des décisions qui ne leur sont pas, je pense, propres à leurs compétences. Et ça, c'est un danger. C'est un danger, mais de la même façon, je leur dis attention. Vous avez aussi des personnes, des kinés, des médecins, qui prennent des décisions qui ne sont peut-être pas de leur ressort non plus. Donc c'est pour ça que je te dis, l'idéal de la construction, parce que là, on est en train de construire les staffs performance, tu vois. Donc c'est en staff support. C'est en train de se créer en France, donc on est un peu à tatillon, donc chacun essaye peut-être d'avoir sa place. Ce qu'il faut, c'est une bonne entente, et je pense qu'un représentant de chaque activité, à la fois médicale et prépa physique,
bah, le mariage, il est parfait. Moi, ce que je disais, j'ai attention, les kinés, je suis d'accord avec vous, mais vous aussi, il y a certains kinés, ils ont de plus en plus de tendance à prendre la place d'un prépa physique ou se proclamer préparateur physique. Alors que, je suis désolé, vous n'avez pas du tout les formations. Mon fils, il fait des études de kiné, je regarde, j'ai le contenu exact, j'ai hésité à faire une reconversion kiné parce que j'adore ce milieu, j'adore cette méthodologie, ce job, c'est incroyable, mais il y a quoi? Il y a pas la place. Ils n'apprennent pas à entraîner. Mais non, tu as une connaissance anatomique, physio, ok, c'est génial, mais tu n'as pas du tout les éléments. Alors, tu en as qui l'ont. Bien sûr, il y en a qui l'ont. Comme tu as des prépas qui sont très forts dans cette analyse-là, on va dire en physiothérapie, en médical. Moi, j'ai toujours... Oui, si tu t'y intéresses en dehors de ta formation, oui, mais tu n'as quand même pas les qualifications requises. Jamais. Et donc, en fait, c'est chaque fois avoir un petit... chacun doit trouver sa place. Et moi, je sais que des fois, il y a des gens qui ont hésité à me prendre dans un club parce qu'ils pensaient que je pouvais prendre trop de place par rapport à mes compétences qui peuvent être un peu assez transversales. Je leur ai dit pas du tout. Moi, je dis juste regardez la chose, et ça se passe toujours bien. Partout où je suis allé, avec les médecins avec qui j'ai fonctionné, ou les kinés, mais ça s'est toujours bien passé. Et je suis toujours en relation avec eux. Emmanuel Laurent, j'ai travaillé avec lui de 2010 à 2012 à l'Olympique Lyonnais. C'est lui qui m'appelle, tu vois, on est pour venir faire ce congrès. En fait, au contraire, je pense que, quelle que soit la personne, si tu écoutes les gens, il n'y a pas de problème. Enfin, faut juste avoir l'humilité, dire non, en fait, je sais pas. Moi, j'aimais bien aller voir les médecins, les kinés, des fois, pour voir ce qu'ils font. Pourquoi? Pour m'intéresser, pour mieux ajuster mon travail. De la même façon, j'essaie de comprendre ce que veut le coach, pas pour être un jour coach, non, pour mieux comprendre et mieux ajuster ce que je fais. Avoir du liant. On cherche du liant dans tout ce qu'on fait. Et de la même façon, eux, ils vont s'intéresser à ce que nous, on fait pour avoir aussi du lien sur eux, ce qu'ils proposent. Et de la même façon, j'ai envie de te dire, moi, j'ai fonctionné comme ça. J'espère que... je sais que beaucoup de confrères fonctionnent comme ça, comme Martin Buchheit, je sais qu'il fonctionne comme ça aussi. On a été formés un petit peu ensemble. Mais quand on va quelque part, dans un club, on analyse l'environnement et tu regardes un peu les compétences de chacun. Chacun a un petit peu des compétences qui se différencient. Et tu vas essayer de les utiliser au mieux. Peut-être qu'un kiné va faire partie un petit peu du staff prépa physique, ou il n'y a aucun problème. Peut-être que toi, tu vas faire partie du travail de prévention. Qui fait quoi? Ça dépend du club, de l'environnement. Mais tu vois, le kiné de Monaco, Palestri, là, je ne le connaissais pas, et à ce congrès, j'ai beaucoup aimé. Il a une sensibilité prépa physique qui est très bonne. Et il a sa place entièrement dans ce qu'il fait. Tu vois, moi, demain, je sais que lui s'occupe de la réathlétisation des blessés et qui fait encore les dernières séances. Nous, on va juste lui donner, tiens, notre méthodologie de travail au niveau des pros. Dans le cycle actuel, on est vraiment sur un travail un peu plus axé sur la force. On a tant et tant de répètes. On voudrait qu'il touche sa Vmax. Il a les datas. On dit, tiens, est-ce que tu peux faire en sorte que... Il va faire les choses, il va le faire très bien. Et nous, ça nous fait un gain de temps, tu vois. En fait, c'est juste écouter les gens, se respecter, avoir de l'humilité, et essayer d'avoir un mariage le plus sain possible. Et c'est important parce que je t'ai dit, il y a un peu... je sais que le milieu du prépa râle un peu sur les kinés râlent un peu sur les milieux des prépas ou les médecins. Parce que chacun empiète sur le monde de l'autre sans le communiquer. Ouais, c'est ça. Et il y a des peurs aussi, il y a des craintes. Bien sûr. Ils ne sont pas justifiés. Des fois, tu as des craintes qui ne sont pas du tout justifiées. Alors, c'est sûr que je te dis, j'ai des confrères qui ont pris des décisions qu'ils ne devaient pas prendre. Voilà, je vois pas pourquoi est-ce que nous, on peut prendre ces décisions. C'est pas possible. Maintenant, on peut avoir un avis, c'est différent. Tu vois, avoir un avis, c'est autre chose. Donner son avis, c'est autre chose. Mais par contre, il faut juste respecter. Et de toute façon, c'est simple. Dans un club qui gagne, c'est quoi un club qui gagne? C'est un club où le staff, il est soudé. Le club, il va dans la même direction. Ça veut pas dire, quand je dis soudé ou tu vas dans la même direction, ça veut pas dire forcément que tout le monde s'aime. Ça veut pas dire que tout le monde va boire un verre à la fin du truc. Mais l'effort commun est mis dans la même direction. Et si en plus, à la fin, tu vas boire un petit verre chaque fois de temps en temps, tu vis mieux. Tu vis mieux. Et après, de toute façon, pour moi, c'est un des premiers facteurs qui fait que tu gagnes. Et le deuxième facteur, c'est aussi le nombre de blessures. C'est certain que souvent, les équipes qui ont le moins de blessés durant une saison, c'est vraiment les équipes, en général, ils surperforment. Ça ressemble à quoi l'entraînement hebdomadaire d'un footballeur pro? Combien de séances? Quel type de séances?
Bon, là, on revient après. Ouais, c'est un peu plus large et c'est difficile de répondre parce que ça va dépendre du club. Tu joues à la Champions League, tu joues à la Coupe d'Europe. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes moyens? Comment t'es staffé? Est-ce que tu as des moyens matériels et humains pour faire des séances avant, de la préactivation de qualité, ou alors tu es obligé de le faire sur le terrain? Est-ce que tu fais un travail de renforcement, ou alors tu dois faire un travail de renforcement dans une salle avec qui tu as signé un partenariat, tu vois? Enfin, il y a plein d'éléments. Tu parlais avant on parlait en off du Servette de Genève. Servette de Genève, ils ont pas forcément toutes les structures, ils doivent voyager un peu d'une structure à Bien l'autre. sûr. C'est délicat, ça dépend vraiment, c'est contexte dépendant du club. C'est contexte dépendant du club, mais voilà, en général, c'est moi le modèle que j'aime bien, c'est si tu as un match par semaine, on va partir sur un postulat de un match par semaine. Moi, j'aime bien avoir un entraînement par semaine, plus une ou deux supplémentations ou compensations ou travail de développement les après-midi pour des joueurs qui sont en post-formation, en développement. Et en général, tu fais arriver des joueurs entre 8h30 et 9h. Ils répondent au questionnaire de wellness sur le sommeil, sur la qualité, sur comment est-ce qu'ils ont dormi, est-ce qu'ils ont des alertes, des ressentis particuliers, sur leur leur humeur, leur état de forme. Ils prennent leur petit-déj. Tu auras déjà fait ta réunion avant. Tu refais une réunion par rapport à l'ensemble des questionnaires que tu as eus, parce qu'ils ont une deadline pour répondre. Et une fois qu'ils ont répondu, toi, tu vas pouvoir réajuster encore un petit peu par rapport à ta construction de séance avec le staff et le staff médical, staff technique et staff médical. Vers 10h, tu fais ta préactivation. Donc, les joueurs, avant, ils ont leur petit déjeuner. Tu peux très bien les convoquer pour des vidéos sur la séance de la veille, sur le match, sur des besoins, sur le match à venir, par rapport à des datas ou pour d'autres choses. 10h, tu fais ta préactivation avec le staff technique, le staff médical. Ça dépend comment tu es organisé. Donc, ça peut durer entre 15 minutes et 45 minutes. Où moi j'aime bien construire comme ça, une préactivation générale, avec des routines bien spécifiques. Et après, tu as une préactivation individualisée selon les profils des joueurs. Et après, une seconde préactivation individualisée par rapport à la séance. Donc, on individualise par rapport aux joueurs et après, on individualise par rapport à la séance. Préactivation? Préactivation, très simple, c'est des routines de mobilité articulaire, Okay. De réveil musculaire, de réveil cognitif, de sollicitation, on va dire, en termes de travail, juste d'éveil, tout simplement, okay. De mise en route, qui vont te permettre qui vont avoir deux impacts. Premier impact, ça va être un impact préventif pour la séance, parce que tu vas orienter par rapport à la séance que tu vas effectuer. S'il y a plus de vitesse, c'est une séance plus force, une séance avec beaucoup d'accélération, de changement de direction, donc tu vas ajuster, et ça va te permettre d'avoir un aspect préventif. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est aussi l'aspect où tu te prépares vraiment dans la séance mentalement. Tu vois, le joueur, il est un peu dans son monde, et ça peut aussi te servir de développement à microdosing, tu vois, en microdosage. Donc moi, j'aime bien faire le microdosage, microdosing, tu vois, des petites sessions de 10, 15, 20 minutes pour moi, qui vont être faites, qui vont être répétées tout au long de la semaine, avant l'entraînement et après l'entraînement. Tu vois, après l'entraînement aussi, j'aime bien convoquer des joueurs, travailler en état de fatigue. Donc pour avoir un effet avant l'entraînement, c'est plus sur le court terme, pour la séance. Et après l'entraînement, je recherche le moyen et le long terme. C'est-à-dire que j'ai un visuel pour la séance et j'ai un visuel sur les semaines à venir et le mois ou les années à venir. Tu vois, et le développement du joueur. Qu'est-ce que le joueur a besoin? Quel est son déficit? Est-ce qu'il a un déficit que je dois corriger? Parce que je sais que pertinemment, ça va occasionner une baisse de performance à un moment donné, ou que ça va être un point de faiblesse sur lequel il va y avoir un ressenti particulier en état de fatigue, ou quand les terrains vont être plus boueux, qu'il y aura un changement de température. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Donc, tu as à la fois une dualité entre la vision court terme et la vision moyen-long terme. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que toi, tu viens t'inscrire. Je sais que moi, je me suis toujours inscrit sur on va dire une méthodologie à long terme. Donc, je suis toujours allé voir comment fonctionnaient les U6, les U8, les U9, alors que je sais très bien que peut-être que je vais rester 6 mois. Je ne sais pas, quand tu arrives, peut-être tu vas rester 5 ans, tu ne sais pas. Tu vois, mais en tout cas, tu essaies de mettre des choses en place, d'échanger avec les gens, de comprendre l'environnement, de comprendre les stratégies. Et donc, tu as une vision aussi à long terme. Voilà, tu essaies de voir comment le joueur qui arrive chez toi, qui ça fait 2 ans, c'est un jeune joueur qui arrive chez toi, qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait les 2 ans précédents? Quelle était la méthodologie de travail?
Est-ce que ça correspond à ce que veut le coach? Est-ce que peut-être ils ont moins travaillé sur ces phases un peu de transition défensive-offensive, avec beaucoup d'accélération, beaucoup de changements de direction à 180 degrés. Voilà, ces notions de duel, peut-être que tu vas devoir modifier un petit peu, peut-être les éveiller un peu plus. Donc, tous ces éléments-là, tu peux le faire au quotidien, à travers des exercices, à travers la parole, en leur expliquant, tout simplement. Et tu vois, Habib, on en parlait avec Habib, j'ai beaucoup aimé discuter avec lui, mais pour lui, c'était fondamental que le prépa comprenne ce que lui souhaite mettre en place. Et moi, je pense, si je suis coach, c'est ce que je souhaiterais, c'est que mon staff, chaque membre de mon staff est le relais de ce que, en tant que coach, je souhaiterais. Donc nous, on essaye de relayer ce qu'il veut. Et attention, je dis bien ce qu'il veut. C'est-à-dire que tu peux ne pas être d'accord avec tout. Mais par contre, tu le suis. Tu vois, et ça, c'est important. Et justement, une question. Tout à l'heure, tu disais que tu allais adapter le travail de jeu réduit en fonction de la stratégie mise en place par l'entraîneur. J'imagine, alors je suis très néophyte dans le foot, mais que la stratégie va dépendre de l'adversaire que tu as au prochain match. Donc, est-ce que tu vas adapter toutes les semaines ou c'est un fil directeur par rapport à l'effectif que tu as et la stratégie de l'équipe générale? Tu as répondu un peu à la question parce que tu as les deux options. Tu as la double option. Tu as l'option où tu as, on va dire, un élément qui est linéaire sur l'année. Le fil rouge de Le fil rouge, mais attention, le fil rouge qui est limitant. C'est-à-dire que si tu fais pas de compensation et que tu n'as pas une lisibilité, que tu n'as pas les outils de contrôle de la charge, tu vas peut-être te sous-entraîner, avoir une sous-sollicitation de ton activité à haute intensité et de ta vitesse maximale. Et donc, tu vas avoir, au final, à moyen ou à long terme, des répercussions qui peuvent être négatives sur le plan en termes de blessures, en termes de performance. Peut-être que tu ne vas pas être performant toute l'année. Et on observe des équipes qui ne sont pas performantes en général les 2-3 mois. Ça peut être observé. Mais maintenant, avec les compensations, on maîtrise ça. Et la périodisation tactique, qui intègre un peu tous ces éléments-là, donne une part importante à l'aspect athlétique à travers les formes jouées, donc, dont les jeux réduits. Mais les entraîneurs, au Portugal et en Espagne, sont formés dans ce move-là et ils sont très connaisseurs. Tu parles avec eux, moi, j'ai parlé avec Avibert, on a parlé... Franchement, mais c'était hyper nourrissant comme discussion. Et j'étais agréablement surpris qu'une personne qui a pas, finalement, il a 3 ans d'expérience au Red Star, et autant de connaissances et de ressentis et de cohérence dans ce qu'il dit. C'était surprenant, tu vois, et j'ai adoré. Donc, je suis pas son agent, attention. mais top personne et top coach. Ouais. Mais bon, bref, pour la double option. Première option, voilà, c'est sur le fil rouge. Après, sur le court terme, la périodisation tactique, c'est quoi? C'est répondre à des problèmes de jeu. Des problèmes de jeu que ton équipe peut rencontrer à travers l'adversaire par rapport à l'opposition. Donc, tu essaies de préparer ton équipe par rapport à l'adversaire à venir ou par rapport à des problèmes de jeu que tu as analysés lors des précédents matchs ou qui est propre à ton équipe aussi. Donc, tu regardes l'équipe Donc, tu as une vue dans le rétro et tu as une vue sur l'avenir, d'accord, dans ta boule de cristal. Et tu essaies de fonctionner sur les deux. Il y a peut-être un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Et là, c'est vraiment contexte dépendant. Ça dépend de l'adversaire, ça dépend de... Ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut faire attention à ces deux aspects-là. Une question que j'ai, c'est... j'en avais déjà discuté avec des entraîneurs ou des prépas en foot. Bon, il y a longtemps, c'est quelque chose qui m'interrogeait. Dans les sports dits amateurs, je pense beaucoup au sport de combat parce que je viens de ce milieu-là, on continue vraiment de s'entraîner, de développer beaucoup de choses. Après la période jeune qui correspond au centre de formation en foot, est-ce qu'en foot, un pro, il a vraiment le temps encore de développer et de s'entraîner, d'apprendre, d'acquérir beaucoup de nouvelles choses? Parce qu'il y a quand même un volume de matchs et de compétitions qui est très important. Où nous, dans les sports de combat, l'avantage... Alors, je pense par exemple aux combattants pro en boxe ou en MMA qui vont avoir peut-être 2, 3, 4 échéances dans l'année. En judo, peut-être une dizaine, mais ça reste quand même gérable. En foot, vous avez combien de matchs dans l'année? Tu peux en avoir entre 40 et 70, mais tu peux en avoir 12. Donc, okay. Là, tu évoques une problématique qui m'est chère. Là, comme on en a parlé, mais depuis 5 ans, moi, je fais du coaching de joueurs individuels et le suivi. J'ai des sportifs de sport de combat, mais j'ai pas mal de joueurs. Et j'ai quelques jeunes élites internationaux, mais
la transition entre les catégories de jeunes et le passage pro, même si tu t'intègres au milieu pro, même si tu fais partie du groupe pro, même si tu as un contrat pro, tu dois continuer, et c'est bien que tu relèves ça, à avoir ce développement-là de post-formation. Parce que ça se fait pas beaucoup. Ça se fait pas beaucoup, ça se fait, si, ça se fait, mais pas partout, tu vois. Et c'est un peu un piège, c'est toujours délicat, parce que, je te prends l'exemple, moi j'ai un joueur qui a fait 12 matchs l'année dernière. Un international français de sa catégorie, top joueur, c'est un jeune joueur, il a fait 12 matchs. Alors, ok, il y a une partie de développement, ce que tu vas faire d'entraînement, ça je ne peux pas juger, mais je pense que le club travaille très bien. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que le joueur a fait que 12 matchs. Et pour moi, les matchs, c'est quand même le plus important. Les matchs, c'est là où tu vas valider, tu vas être confronté de manière aléatoire, voir si ce que tu as mis en place, tu réagis bien. Si ton travail je sais pas moi, de réactivité, peut-être que tu vas l'observer vraiment en temps réel. Et pour moi, c'est important. Et j'ai eu la chance de travailler avec Claude Puel, qui est peut-être l'un des meilleurs formateurs peut-être dans le monde, en Europe, français, qui a cette sensibilité-là. Lui, il a toujours eu cette vue, cet œil sur le développement du joueur, de tout le joueur, de tout le footballeur dans son entièreté, et le jeune joueur. Pour lui, le jeune joueur, je te parlais de la séance qu'on peut doubler 1 à 2 fois par semaine. C'est plus pour les jeunes joueurs, ça vient de lui. C'est lui qui a instauré ça, qui disait voilà, des joueurs qui ont besoin de développement, ils vont venir, on va les refaire venir pour travailler différents aspects, mais lui, il te poussait là-dessus, tu vois, et c'était vraiment quelqu'un qui était là pour développer les joueurs. C'est-à-dire que le joueur, il arrive, tu vois, un joueur comme Boskagli, Olivier, qui est au PSV Eindhoven, qui est un top joueur. Sur le plan athlétique, il avait peut-être, il te le dira, il aimait pas courir, il n'avait pas une bonne VMA. Et la VMA, c'est pas parce que tu es champion c'est pas parce que tu as la meilleure VMA au monde que tu vas être un top joueur. On s'en fout, en fait, je suis d'accord. Mais tu as un minimum. Et bon, on a travaillé là-dessus, on l'a développé, et ça lui a fait du bien. Tu vois, on en a parlé récemment, mais ça lui a fait du bien, et ça te permet de mieux encaisser les charges. Là, il joue la Coupe d'Europe, donc ça te permet de... Tu vois, il a compris les bienfaits, il n'y a pas de souci. Mais Claude l'a poussé à développer ses qualités. Donc quand tu as un coach qui est là, qui dit tu dois développer ses qualités, qui est un peu bienfaiteur, qui est un peu paternaliste, et qui est là pour toi au final. Tu vois, il est dur, mais il est là pour toi. Il est là pour que tu progresses. Et je vais te dire, je vais même plus loin, un coach comme ça, il se met en danger, parce qu'il va te faire jouer. Il va te donner du temps de jeu, alors que des fois, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il a fait jouer des joueurs qui n'étaient pas forcément prêts, ou des fois, il estimait qu'ils étaient prêts, mais pas su. Voilà, il avait un petit doute. Il a pris un risque, et c'est lui qui a pris le risque. Le joueur, il n'est pas bon. Il va rejouer, il aura peut-être d'autres chances, mais peut-être que la personne qui est jugée, c'est le coach. Tu vois, donc lui, il a une prise de risque énorme, et il était bienveillant avec les jeunes joueurs. Je ne sais pas si tout le monde s'en est rendu compte, tous les jeunes joueurs qu'on a eu à Nice. Tu vois, par exemple, à Nice, on a sorti beaucoup de jeunes joueurs, à Lyon aussi. Et Claude, il a bénéficié du travail qui a été fait à Nice, parce que c'est pas lui qui a sorti un joueur, c'est lui qui était le staff pro, on est au processus final, c'est comme l'avant-centre, c'est pas forcément, c'est le mec à la finalité de l'action. Nous c'est pareil, tu vois, le staff pro, on est en bout de chaîne, on profite de tout ce qui a été mis en place, et top, c'était génial à Nice, tu vois, par exemple. Et mais il faut que quelqu'un puisse enclencher après le passage chez les pros, et lui a toujours continué, et il a toujours pris le joueur, et le jeune joueur. Mbappé dit il n'y a pas d'âge. Ouais, il n'y a pas d'âge, je suis d'accord. Mais attention, regarde, il n'y a pas d'âge. Dans le foot, on ne parle pas d'âge. Pas peut-être dans qui est titulaire, pas titulaire, on s'en fout. C'est sûr, tu arrives à 19 ans, il y a un mec de 40 ans et un mec à 22 ans. Enfin, il n'y a pas de génération. Par contre, par rapport à ton âge, tu es encore en développement. Tu vois, il a fait un travail de renforcement, par exemple, Kylian. Mais tu as un travail de développement à faire sur différents aspects. Ça dépend des joueurs, ça dépend des profils. Mais tu peux avoir après de l'entretien, passer un certain âge, tu peux toujours avoir du développement. Je sais que, je ne vais pas donner son nom, mais il y a un joueur qui a plus de 40 ans qui joue en Ligue 1, il développe encore certaines qualités pour continuer un petit peu à perdurer, à rester performant. Et c'est top ça, tu vois. Et c'est une mentalité à avoir. Mais le coach en lui-même, faut que tu aies un coach qui soit un petit peu dans cette... mais c'est important. C'est central ce que tu as dit.
continuer à travailler le jeune joueur qui intègre un club pro, qui joue le plus de matchs possible, garder un peu cette notion de travail, elle est fondamentale. Et je rebondis sur un aspect, on voit de plus en plus de staff autour de joueurs, jeunes joueurs, 18, 19 ans, 20 ans, 23 ans. Les agents, de manière bienveillante également, construisent, essayent de staffer les joueurs pour l'éduquer sur l'aspect nutrition, sur l'aspect peut-être leur fournir des soins en périphérie, dans un autre contexte. Si tu veux, il y a 10 ans, je ne comprenais pas qu'on ait besoin d'un autre staff. Maintenant, oui, je suis d'accord. Des fois, c'est pas mal d'avoir son kiné personnel, juste pour, je rentre chez moi, je fais encore un autre soin à ce moment-là parce que j'ai envie, parce que lui, il est disponible, voilà, tout match. Mais sans se prétendre, si on est extérieur au club, il ne faut pas se prétendre à prendre la place, tu vois, ou Bien sûr, c'est des métiers différents. Voilà, respecter. Nous, on est là en support. On est là en support et on ne doit jamais contredire ce qui est fait en club. Pareil, tu vois, on est des confrères. Comment se passe la communication justement entre les staffs perso et les staffs de club? Alors, c'est compliqué ou ça se fait naturellement? il y a 10-12 ans, elle était un peu plus compliquée. De nos jours, tu y es confronté. Tu n'as pas le choix. Un club que j'ai observé récemment, presque la totalité des joueurs, je ne peux pas te répondre de manière à 100% sur l'ensemble des effectifs, mais la plupart des joueurs ont un staff, et un staff complet individuel. Donc, le prépa, il est en obligation d'avoir une relation avec l'entièreté des staffs de chacun des joueurs. Donc, il faut une transparence. Il faut un relationnel. Je pense que le prépa physique individuel doit avoir une lisibilité sur ce que fait le joueur en club. Ok, tu es avec tel et tel coach, la méthodologie de travail est de telle façon, le J-1, le J-2, le J-3, il a structure, il organise de telle et telle façon. J'ai peut-être une place pour travailler, je ne sais pas, peut-être un aspect cognitif tel et tel jour. Un axe d'orientation, je vais le proposer au staff du club de manière transparente. Je dis voilà, est-ce que ça vous dérange? Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je profile, j'analyse le joueur en match, je regarde comment il s'entraîne, je regarde un peu le contexte du club, et derrière, on propose des axes d'orientation. Et après, tu demandes au club. Tu dis voilà, est-ce que j'aimerais travailler ces aspects-là, en microdosage essentiellement? Est-ce que vous y voyez un inconvénient? Et tu présentes la chose. Le staff du club doit savoir que tu vas jamais aller les contredire, tu vas jamais aller dire ils t'ont pas fait jouer, c'est n'importe quoi. Ça, je me suis interdit. Je l'ai jamais fait, mais c'est facile. Tu vois, pour garder un joueur, tu vois, oui, pour faire une relation de clientélisme finalement. C'est un business. Bien sûr. Tu vois, tu peux. Il y en a, ils fonctionnent beaucoup par l'affect et le relationnel. Alors moi, je suis quelqu'un de très affect et très humain, mais je mets un peu cette barrière. Tu vois, c'est-à-dire que je m'interdis ça. Je suis pas trop dans ces aspects-là. Tu vois, j'ai rarement mangé avec des joueurs, rarement. Même après, avant jamais. Après, je sais pas, ça peut se compter sur 2 mains, pas plus. Je pense que j'ai mangé 4-5 fois avec des joueurs, pas plus. Tu vois, mais peut-être en fin de cycle, tu vois, j'ai un joueur que j'ai eu tout l'été, il est parti en club, on a mangé, voilà, mais avec le staff. Mais je m'interdis un peu d'avoir cette relation. Je veux pas avoir une relation copain-copain, je veux une relation professionnelle de travail. Je suis là pour te développer sur du moyen et du long terme. Et pour te développer, il faut du sérieux, il faut de la discipline, il faut du rigueur, il faut qu'on ait des axes d'orientation qui soient en accord et qui matchent avec ce que tu fais en club. Et en fait, ce que tu vas faire en club, demain tu changes de club ou tu changes de coach, méthodologie elle change. Moi, je peux peut-être t'apporter quelques outils pour que tu continues à ta progression. C'est-à-dire que le club va penser à une progression, pas forcément du joueur, mais va penser à un objectif de performance de l'équipe. Toi, tu vas penser performance du joueur, optimisation de ses qualités, optimisation que tu as identifié, mais sans contrecarrer le plan du club. Et ça, c'est pas facile. Donc, je pense que le prépa physique individuel, s'il n'a pas un peu de connaissance de la vie d'un club, de la charge du club, c'est délicat, tu vois, et c'est pas toujours facile. Donc, certains travaillent bien, certains travaillent moins bien. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, dans tous les jobs. Mais je pense qu'on doit avoir cette transparence, cette discussion. Et des fois, tu as des clubs qui ne veulent pas discuter. Moi, j'ai des clubs qui ne veulent pas discuter. Je suis allé 2 fois vers eux, ils m'ont dit non, fais ce que tu veux. Ok, ça marche, tu vois. Ça m'est arrivé. Tant mieux pour toi. Non, carrément pas, parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment que j'ai un petit retour. Alors, des fois, ils peuvent se sentir
observer. Alors que c'est pas du tout ça. Moi, je veux juste, en gros, vous êtes dans quoi, vous faites quoi, c'est tout. Qu'on fasse des choses compatibles sans se tirer dans les pattes, sans le savoir. Et si je sais pas, je fais pas moi, personnellement. C'est ce que, tu vois, j'ai un joueur, il y a 3 semaines, on devait faire une séance, 4 semaines, pardon, on devait faire une séance, bah, on l'a annulé. Lui, il a insisté pour faire la séance, je lui ai dit non, tu vas jouer après-demain, vous avez fait ça ce matin, demain vous allez faire certainement ça, il y a une part de risque si je te rajoute ça. Non, alors que lui, il était chaud pour le faire, tu vois, c'était pour moi, voilà, c'est un bon état d'esprit, tu vois, il veut travailler et tout, et des fois, il faut aussi dire non, on peut pas, c'est pas le moment. Bah, moi, ce que je leur dis, je suis pas là pour me faire de l'argent sur eux, je suis là pour développer leur performance. Je préfère gagner moins d'argent, mais à un moment donné, on va arrêter de faire des séances, tu vois. Tout simplement parce que si c'est contre-productif, au final, tu perds. Toi, tu veux que ton joueur soit performant, et pour que ton joueur soit performant, il faut qu'il réponde aux exigences du coach. Même si t'as un staff extérieur en fait au club, et tu dois aller dans le même sens, tu vois, tu dois aller dans le même sens. Bien sûr. Jamais critiquer. Et je pense que tu as des prépas qui durent comme ça, tu vois, ça dure comme ça. Après, chacun a sa déontologie, hein, chacun a Oui, complètement. Moi, c'est comme ça que je me construis. Depuis 5 ans, je construis un petit peu comme ça. Après, c'est pas tous les jours facile je pense, d'avoir un relationnel avec les clubs. Après, bon, moi, personnellement, je sais que j'ai la légitimité, on se connaît, donc c'est facile d'échanger avec la plupart. Mais tu vois, les 2 clubs étrangers, tu vois, rien du tout, ils s'en foutent en fait. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Combien d'entraînements de foot ça fait un joueur pro en club? Oui, mais comme je te dis, ça dépend. Spécifique, en une moyenne fourchette? Ça dépend combien de matchs tu joues. Hein. Parce que si tu joues entre 50 ou, je te dis une bêtise, tu peux jouer 40 matchs par saison, tu peux jouer 70 matchs, comme c'est déjà arrivé, c'est pas pareil. Tu as des temps d'entraînement. Est-ce que si tu fais 20 minutes d'entraînement sur le terrain, c'est un entraînement? Qu'est-ce que tu considères comme entraînement? Il faudrait peut-être plus parler en durée totale durant l'année. Mais alors là, ça dépend vraiment du club, ça dépend vraiment du championnat. En Suisse, c'est pas pareil qu'en Belgique, en France. Enfin, moi, je préfère parler de matchs, le nombre de matchs. C'est vraiment le match qui est le plus impactant. Le plus impactant et qui va générer tes semaines. Et après, on a de moins en moins de fenêtres de récupération. Tu vois, ça devient dur, tu vois, des fenêtres de récupération. Et en fait, je vais même plus loin. Enfin, on a des fenêtres de récupération, mais forcées. C'est-à-dire que tu as des fenêtres d'entraînement qui, vu qu'il y a des matchs tous les 3-4 jours, des fois tu peux jouer 7-8 matchs en 21 jours, 24 jours, tes périodes, tes temps d'entraînement, ils vont être transformés en fenêtres de récupération. Tu es obligé de faire ça. Ou de compensation pour les joueurs qui ont moins de temps de jeu. Tu dois vraiment solliciter toujours, avoir un œil sur ceux qui ont moins de temps de jeu, on appelle ça les finishers, tu vois, les mecs qui finissent le travail. Un petit peu, voilà, c'est les remplaçants, ils disent. Moi, j'aime bien parler de finishers comme Seb Minier, le coach avec qui je travaille actuellement, me parle. Voilà, il faut... Je te pose cette question parce que il y a quand même de grosses idées reçues sur le footballeur et sur l'entraînement du footballeur de manière générale, où on te dit que l'idée reçue veut dire que les footballeurs ne s'entraînent pas, quoi. Non. Ou très peu, par rapport à plein d'autres sports. Alors, il y a un peu de vérité et c'est un peu faux en même temps. C'est assez ambivalent. La réalité, c'est que culturellement, on est en retard sur l'aspect développement athlétique du joueur, développement de la force. Tu vois, l'haltérophilie a interpénétré le milieu, c'est quand même quelques années, quoi. C'est très rare. Enfin, ça fait 4-5 ans et c'est très rare. Tu vois pas, c'est pas dans tous les clubs. Alors que tu vas en rugby, tous les clubs travaillent dessus. On a vu l'effet préventif, l'effet développement de la force. On a tous les éléments, par exemple, de l'haltérophilie ou du développement de la force. Ok, bon. On était un peu en retard, on est en train de rattraper ce retard, on est en train de rattraper aussi notre construction de staff et notre staff support. Donc on est un petit peu en retard ces aspects-là, mais on s'entraîne quand même beaucoup, on joue beaucoup. Oui. On a une période de récupération donc à travers comment on appelle ça, les off-saison, les mid-saison, donc les trêves donc hivernales qui est d'1 semaine, des fois 5-6 jours. La trêve estivale, elle est entre 2 semaines, des fois, selon s'il y a des compétitions, et 4 semaines, 5 semaines maximum. Tu vas en rugby, des fois, tu as 2 mois. En basket, tu vois, moi, je travaille avec des basketteurs pro, mais ils ont 2 mois et demi, des fois. 2 mois et demi. Ouais, s'ils n'ont pas de sélection nationale, effectivement. Ouais, même plus. Et pourtant, c'est des top joueurs, tu vois, ou c'était des anciens internationaux. Je me dis, c'est quand même... c'est-à-dire que... Et le joueur est laissé.
Tu vois, il a un programme et il a un petit peu... Donc, il y a les work camps qui existent, les summer camps, tout ça, ça existe, tu vois. Enfin, il y a quand même eu des top joueurs français, européens, mais ça me surprend. Donc, je pense que l'idée reçue, elle, elle est justifiée par rapport à une réalité qui existait, donc qui est encore présente dans l'esprit des gens, mais qui est maintenant plus du tout réelle. Ça n'existe plus, ce n'est plus la réalité actuelle, c'est la réalité d'il y a quelques années. On a corrigé, on a gommé tout ça. Et la réalité, c'est qu'on s'entraîne beaucoup et qu'on joue beaucoup et qu'on n'a pas beaucoup de plages de récupération. Donc c'est certain, on n'est pas un sport impactant, on n'a pas des collisions, on n'a pas... Mais non, on s'entraîne quand même. Et la périodisation tactique, comme je te disais, c'est un entraînement intensif de tous les instants, sur tous les aspects, et l'aspect concentration mentale. Donc, c'est que chaque entraînement doit être intense. Donc, s'il doit durer 1h15, il dure 1h15. S'il dure 45 minutes, il dure 45 minutes. Effectif, hein, je parle, attention, je parle temps de jeu effectif. Hein. Temps de jeu effectif, c'est pas... Donc non, je peux te dire, il y a 10 ans, je t'aurais dit, c'est juste. Maintenant, non, complètement, c'est faux. C'est faux. Et peut-être même qu'on s'entraîne plus que d'autres. Hein. On s'entraîne peut-être plus que les basketteurs. Je pense qu'on s'entraîne plus qu'un basketteur qui joue en Euroleague. Hein. Comparons l'idée serait bien de comparer un planning d'entraînement sur l'année, une planification d'un basketteur Euroleague, d'un footballeur Champions League. Bon, qui joue le plus, tu vois, qui joue le plus, qui s'entraîne le plus, à quelle charge, quelle intensité, quel volume. Enfin, après, tu vois, le microdosing, il a permis d'ouvrir, on va dire, les mentalités sur la capacité, la possibilité de solliciter un athlète toute l'année, toute la semaine, qui joue le jour du match, la veille du match, le lendemain du match, sur l'aspect force, sur 2-3 modalités d'entraînement, 2, 3, 4, tu peux monter, et sur des séances qui vont durer entre 15 minutes et 40 minutes. Et ça va pas avoir un impact très important sur le court terme. Par contre, sur le long terme, tu gagnes énormément. Et donc on a évolué là-dessus. C'est une méthodologie qui vient du système du basketball à NBA. Donc, je pense qu'on s'en est inspiré. Et Emmanuel Lacroix, qui est à l'Asvel, on a beaucoup échangé, il travaille beaucoup dessus. Et moi, je sais que je fonctionne maintenant que comme ça. Hein. C'est clair, ça fait partie de notre projet, notre structure d'entraînement. Avant entraînement, post-entraînement, match aussi. Qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Mais c'est des fenêtres. Tu as de moins en moins de fenêtres d'entraînement. Tes fenêtres d'entraînement se transforment en fenêtres de récupération. Il faut te créer des nouvelles fenêtres de travail à court terme. Donc ça va embêter personne. Et 15, 20 minutes, 30 minutes, un joueur dit tiens, on a 3 séquences à faire de ces 3 exercices-là. Ok, ça dure 20 minutes avec l'activation. Ok, ça bien sûr. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la préparation physique, donc dans le foot. Normal, c'est ta spécificité. Est-ce que dans un sport collectif, c'est vraiment la préparation physique et les qualités athlétiques qui vont faire la différence dans le résultat de l'équipe? J'aurais tendance à dire que c'est plus le système de jeu et la cohésion et la façon dont les joueurs jouent entre eux plutôt que la qualité athlétique pure. Est-ce que c'est une idée que je me fais? Je pense que tu as certainement raison. C'est une équipe, comme son nom l'indique, elle gagne. C'est une... on va dire une complémentarité des personnes, un projet de jeu. C'est comment tu as mené ton projet de jeu face à une opposition dans un moment donné, un contexte donné, comment tu as répondu à des problématiques de jeu sur l'aspect individuel, multi-individu et de l'équipe, comment tu t'es entraîné, comment tu as construit ta saison. Alors, je suis d'accord avec ça. Souvent, tu vois, Martin, il le dit souvent, Buchheit, que faut pas parler de performance en match. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Pour moi, les performances athlétiques, non, c'est juste, je parle pas de performance, je parle d'activité athlétique. Donc, il a raison là-dessus. On parle pas de performance, on parle d'activité athlétique. Bien sûr. Mais elle reste fondamentale en tant que socle de socle d'expression de tes qualités techniques, tactiques, de ta lucidité. Si tu as, on va dire, cette capacité et un minimum, ou les fondamentaux, on peut dire, athlétiques requis, là on va pas aller dans le détail, mais ça va te permettre de garder un peu cette lucidité, cette expression un peu plus aisée de tes réalisations techniques, tactiques, de tes déplacements. Ça te donne une marge de travail, manœuvre, voilà. Et tu peux construire à travers un match ta victoire comme cela. C'est-à-dire que ta fatigue elle va moins impacter, on va dire, ta réflexion.
Par contre, l'équipe d'en face, peut-être qu'elle sera impactée un peu plus rapidement. Et donc, tu vas prendre l'ascendant. C'est une possibilité. Mais pour moi, je reste d'accord avec toi. C'est l'aspect athlétique est une des composantes de la performance d'une équipe, au même titre que la technique, le tactique, l'animation. Ce n'est qu'un versant de la perf. Voilà, il y a plein de choses. Tout le monde participe. Tu vois, Ouais, les médias, ils participent, les médias du club, la communication, enfin, tous les versants, toutes les composantes autour de l'équipe, elles participent à améliorer les performances et avoir un résultat. Tu vois, un prépa mental qui n'est pas souvent mis en avant, mais il a un impact sur le groupe, il a un impact sur les joueurs. Il va peut-être permettre de régler certains soucis. On s'en rend pas compte, mais tu vois, une personne comme Thomas Samut, il était venu à Nice pendant 2 ans, on a travaillé ensemble et j'ai adoré. Tu vois, c'est quelqu'un qui est enrichissant et qui est discret, mais qui fait le travail de l'ombre. Et le travail de l'ombre, il est souvent important. La nutritionniste, enfin, tout le monde participe. C'est pour ça que je te dis, faut pas qu'on soit trop exposé. Le prépa physique est souvent exposé parce que quand un joueur ou quand une équipe perd en fin de match et qu'ils sont fatigués, ça va être souvent le préparateur physique. Tu vois, tu as des blessures, c'est prépa physique ou des fois le médecin. Mais il faut des fautifs. Je pense que c'est trop facile. Moi, je pars du principe qu'on ait un projet commun. Le projet commun, il est mené par le coach avec différents staffs et on est tous solidaires. Et on est tous responsables. En fait, on a tous une part de responsabilité. Il ne faut pas se cacher. Hein. À un moment donné, tu as des personnes qui ont des décisions, on prend la responsabilité et il faut la prendre. Tu vois, il ne faut pas mettre en avant. Mais je suis d'accord avec toi. Là-dessus, on va un peu loin. Mais... Non, mais c'était vraiment une question de curiosité parce que on sait qu'il y a des sports où c'est quand même plus je cherche mon mot, mais où l'impact de la perf physique est plus important. Ouais, les sports énergétiques. Le sport de combat. Ce que j'allais dire, en sport de combat, mets-toi en judo ou en boxe, si le mec il te met à 30 ou 40% de force max dans les dents, tu vas le sentir. Ah, mais clairement, bien sûr. Tu commences à rentrer un peu dans ce rapport de force en termes de course à haute intensité. Oui. Il y a 2 études, si tu les lis pas dans le détail, elles peuvent te perturber. Il y avait une étude qui disait que les équipes qui couraient le plus en Ligue 1, c'était les équipes qui étaient classées en bas du classement. Donc, alors qu'en Ligue des Champions, c'est l'inverse. Les équipes qui vont le plus loin en Ligue des Champions, c'est les équipes qui courent le plus. Ok. C'est l'inverse. Et donc, est-ce que tu as cette capacité à avoir, à lier, on va dire, des enchaînements techniques rapides, des déplacements rapides, coordonnés, propres et on va dire de haut niveau en termes de positionnement, tout en ayant cette activité hyper intensive, tu vois, impactante tout au long d'un match. Donc tu asphyxies peut-être l'adversaire, peut-être que tu asphyxies l'adversaire. Tu vois, Barcelone, la grande époque de Barcelone, ils asphyxiaient les adversaires, c'est-à-dire qu'ils avaient un temps de possession qui était très important. Dès qu'ils perdaient la balle, ils allaient de suite agresser le porteur adverse pendant 10-15 secondes. Liverpool fonctionne aussi comme ça avec Klopp. C'est un football qui est assez c'est vers l'avant. Donc ça nécessite d'avoir cette capacité à répéter les efforts à haute intensité, à accélérer, à avoir des transitions très fortes. C'est pas donné à tous. Et ça, c'est quelque chose que tu construis à travers l'entraînement. Et Arteta, par exemple, qui est le coach de l'Arsenal, systématiquement, je l'ai vu encore là ce matin, il est on va dire, intransigeant sur l'intensité que les joueurs mettent à l'entraînement. Pour lui, dès qu'un joueur manque d'intensité à l'entraînement, il sait qu'en match, ça peut avoir un impact. Et lui, il veut pas. Tu vois, on parlait de périodisation tactique, c'est l'intensité tout le temps. Et on sait qu'en match, ça va être pareil. Et tu vois, Arsenal, il roule sur tout le monde actuellement. Tu vois, c'est un peu comme Liverpool. Mais quand tu as un peu cette méthodologie de travail, ça te permet d'avoir, on va dire, une certaine garantie. Mais ça ne te garantit pas d'être champion. Ouais, il y en a qu'un qui est champion. Au final, c'est comme le sport de combat. Tu as dit, là, c'est sûr que la dualité, c'est une dualité de force, mais tu as quand même après des notions tactiques, techniques, stratégiques, comment tu vas te placer, pourquoi, comment. Mais si physiquement il y a un trop gros gap, techniquement, tu ne peux absolument pas t'exprimer. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, je vais te poser une question très, très piquante. Tu veux répondre ou pas? Est-ce que les équipes qui sont au top de la Ligue des Champions, c'est pas ceux qui ont les meilleurs produits? Non. Football, honnêtement, football, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Hein. Tu sais, t'as des équipes qui ont un staff très fourni et qui sont pas forcément
qui ont pas forcément qui ont tous les moyens, mais qui n'ont pas forcément les mêmes résultats. Et tu as des staffs réduits, des fois, qui ont des résultats incroyables. Ouais. Tu vois, Brest, bah, tu as Yvan Bourgis qui travaille là-bas, le prépa. Ils ont un staff très, très réduit, mais ce qu'ils font, c'est juste incroyable. Mais ça fait 2 ans qu'ils font ce qu'ils... C'est pas un coup d'éclat, c'est pas un résultat. C'est de la stabilité. Ça fait 2 ans que l'année dernière, c'était deuxième. Là, c'est top ce qu'ils mettent en place avec un staff réduit. Donc, une prise en compte du contexte, une stabilité de travail et un développement à chaque fois, par petites doses. Tu vois, ils rajoutent chaque fois des petites doses parce qu'ils savent que ça ne va pas venir perturber la mécanique, mais ils peuvent améliorer. Tu vois, mais je ne pense pas qu'à... Moi, je ne suis pas dans tous les clubs, mais impossible. Je te pose la question parce que, justement, quand j'étais étudiant sur Lyon, non, c'était sur Marseille, pardon, on avait des cours sur le dopage, et on avait vu des vidéos d'un grand club italien, dont je tairai le nom, qui fait partie des 2 clubs d'une des capitales de la mode, avec les mecs, fin de match, sur des brancards avec les perfs à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de transfusions, de 109, comme on disait. Mais à l'époque. Oui, à l'époque, c'était dans les années 2005-2010, je dirais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense un peu avant. Je pense que ça datait un peu avant, mais je pense que c'est plus les années 80. Parce que vu les joueurs qu'il y avait, t'avais des joueurs comme Materazzi et compagnie qui étaient sur les vidéos, quoi. Et tu vois ça et tu te dis, merde, est-ce que c'est vraiment ça le foot ou pas? C'est pour ça que je te posais la question, toi qui l'as plus côtoyé. Alors, je t'avoue que moi, je n'ai pas les éléments des clubs. Et moi, je ne crois pas à l'intérêt du dopage dans le football. On est un sport où la part énergétique, elle est importante, mais elle n'est pas prépondérante. Elle devient importante. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais manquer de qualité athlétique et tu pouvais jouer en Ligue 1. Aujourd'hui, tu peux pas... C'est difficile de jouer à très haut niveau sans un minimum de qualité, de vitesse, d'impact, de duel. Ça, c'est devenu un petit peu presque discriminant. Mais moi, j'y crois pas, hein. Franchement, le dopage dans le football, je vois pas en quoi. C'était juste une petite question. Non, j'y crois pas et je veux ne pas y croire. Ouais. Je veux ne pas y croire parce que non, c'est assez facile. Hein. On n'est pas sur un sport comme le football américain où les impacts sont encore plus importants. Tu as d'autres sports qui pourraient avoir besoin. Un sport énergétique où, c'est comme tu as dit, c'est un rapport de force et c'est une performance athlétique. Là, on est sur une performance athlétique. Beaucoup au cyclisme. Ouais, le kayak haute, à un moment donné, tu veux développer. Pour développer, tu es obligé de chercher ailleurs. Tu n'as plus de réponse endogène. Les éléments exogènes que tu apportes ne sont pas assez importants. Peut-être que tu vas devoir choquer ton organisme et créer. Mais est-ce que quand tu vas faire ton stage en altitude pendant une durée, c'est pas une sorte de dopage naturel? On parle de dopage naturel aussi. Donc, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas trop en football. Okay. Vraiment, j'y crois pas trop. Cool. Et j'espère que ce n'est pas le cas. En tout cas, croise les doigts. Ouais. En tout cas, pas en France. Non, même pas en croise les doigts, c'est sûr. Ouais. Même en Europe, hein, je suis sûr. Ça va pas être... Et une question qui, moi, m'intéresse toujours, c'est les arbitres, ils se préparent physiquement? Comment ils font? Clairement. J'ai pas mal d'amis qui sont arbitres. À Cannes-sur-Mer, il y a Gwenaël, c'est un juge de touche en Ligue 1 avec qui on échangeait souvent. Et je sais que dans mon premier ouvrage que j'avais fait, je ne sais pas si tu l'avais lu, de l'entraînement à la performance en football, c'est un ouvrage que j'ai fait qui était assez lourd, qui fait à peu près 600 pages. Il y avait un chapitre sur la préparation physique des arbitres. Ok. Voilà. Et en fait, en France, ça n'existait pas vraiment à l'époque. Donc, c'était en 2006 que j'ai commencé à l'écrire. Il est sorti en 2008. En Italie, en tout cas, Claudio Castagna, ils avaient déjà mis tout ça en place. Ils avaient mis toute une stratégie de suivi, parce que les arbitres étaient déjà professionnels en Italie, toute une stratégie de suivi, de développement de leur qualité, parce qu'un arbitre il court plus qu'un joueur. Des fois, il y a des arbitres qui peuvent aller à 15 km. Hein. Donc, ils doivent avoir, s'ils font leur match chaque semaine, ils doivent être capables de faire ça, de répéter les efforts, d'être au plus près de l'action. Et rester lucide. Voilà, la lucidité. On dit ça, si t'es pas prêt, t'es pas lucide, donc tu vas prendre les mauvaises décisions. Donc, ok, il y a la VAR, mais maintenant, quand même, tu vas pas l'utiliser à tout moment. Donc, il y a une préparation physique qui existe pour les arbitres, et
et elle est de plus en plus développée. Je sais qu'il y a 2 responsables prépa physique à Clairefontaine qui envoient chaque semaine un programme à l'entièreté des staffs de Ligue 1, Ligue 2 arbitral. Donc ils ont un programme à effectuer, ils ont un suivi, ils ont chacun leur cardio-fréquence-mètre, leur montre Garmin, où ils doivent envoyer leurs résultats via Strava ou autre, et ils doivent répondre à des tests physiques en début d'année. Si tu réponds pas à ces tests physiques en début d'année, je crois, On te sort. tu ne peux pas passer. Ouais, Tu ne passes pas normal. en Ligue 1 ou en Ligue 2 par exemple, ou en National, parce que c'est les Ce 3. qui paraît normal, si tu n'arrives pas à suivre les joueurs, comment est-ce que tu vas pouvoir C'est ça. arbitrer, quoi. Et donc, il y a toute une préparation et je peux te dire que c'est pas facile. Et donc, tu as 2 versants. Tu as l'aspect où tu veux être performant, donc tu te développes et tu travailles sur l'aspect athlétique, mais il y a l'aspect aussi préventif. Parce que si tu te blesses, tu peux pas répondre, tu veux pas tout simplement travailler. Donc, c'est compliqué. Donc, tu dois ne pas te blesser. Donc, il y a l'aspect préventif, développement et prévention. Ok. Donc on oublie aussi ça. Mais non, il y a une stratégie. Et la Fédération française de football, là-dessus, ils sont top, tu vois. Et tu as 2 personnes qui gèrent tout ça en haut lieu. Non, le suivi, il est incroyable. Ok. Tout à l'heure, on parlait de trouver un coupable quand tu avais un blessé ou une problématique. Toi qui es prépa indépendant maintenant de ces joueurs-là, si un joueur se pète sur le terrain, est-ce que le club peut dire en fait c'est de ta faute? Comment ça se passe dans ces cas-là? Je pense qu'un club ne pourra jamais dire qu'un prépa individuel est responsable. Je pense pas, hein, parce que qui a le joueur le plus voilà, le plus souvent, c'est quand même le club. Moi, personnellement, si un de mes joueurs se blesse, je me remets en question si je suis prépa individuel. Tu vois, de la même façon, je me remets en question si je suis prépa en club. J'essaye toujours de trouver en fait les origines, les causes. Pourquoi ce joueur s'est blessé à cet endroit? Comment? Est-ce que c'était évitable ou pas évitable? Est-ce que on aurait pu manager différemment? Est-ce que peut-être que la relation, peut-être que voilà, il y a plein de questions que j'essaye de répondre. Et moi, souvent, on gagne ou qu'on perde. Quand j'étais en club, là, je suis encore en sélection nationale. Hein, je suis pas que de l'individuel, hein, mais je suis avec une sélection nationale. Mais quand un joueur se blesse, j'ai du mal à dormir parce que je me refais tout le film des dernières semaines sur l'écosystème du joueur, sur le contexte, et j'essaie d'avoir des réponses pour ne plus refaire les erreurs. Et c'est pas maladif, mais c'est dur. Tu vois, vraiment, quand je te dis que j'en dors pas, Je comprends très bien. Ouais, Ça. c'est embêtant. Et c'est important. C'est le souci professionnel qu'on a tous et un peu cette envie de bien faire les choses. Mais on ne doit pas pointer du doigt. On reste un staff. Moi, personnellement, je ne pointerai jamais du doigt. Après, c'est sûr que si tu n'as pas les données, tu sais que le mec, il a un prépa individuel et que tu ne sais pas ce qu'il fait, et que le joueur, il arrive, il a pris 1 ou 2 kilos de muscle ces dernières semaines, tu le sens un peu plus mou, il est de suite dans des cases rouges en termes de charge de travail, où tu as des tests à Myocène qui font des tests qui te permettent de montrer un peu ta fatigabilité musculaire. Tu vas voir que ce joueur-là est plus fatigué que d'autres et il t'a dit qu'il n'a rien fait. Alors que tu vois, c'est pas transparent, c'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé avec 1 ou 2 joueurs de manquer de transparence parce que le joueur m'a indiqué qu'il parlait avec le staff. Je lui avais demandé, et moi, c'est toujours cette demande-là. Ça n'a pas été fait. On a coupé après, tu vois. C'était pas... Mais je pense que si tu fais de manière transparente... Non, il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas de problème. Mais après, la blessure fait partie du sport de haut niveau. Malheureusement, on cible les blessures. C'est sûr que moins on a de blessés, mieux c'est, moins en plus il y aura de concurrence. Maintenant, elle fait partie du haut niveau. Le haut niveau, c'est quoi? C'est essayer de toucher un niveau de performance le plus élevé possible, d'être vraiment, tu vois, au niveau de ta zone rouge, de la tutoyer et de la maintenir tout au long de l'année. Donc, des fois, tu vas peut-être dépasser. Il y a des moments où tu vas prendre un peu plus de marge, tu vois. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais à l'Olympique Lyonnais, les joueurs, je sentais vraiment un niveau d'implication différent entre le match de Champions League et le match du week-end. Le match du week-end, je sentais que certains joueurs, ils en avaient sous le pied, mais ça nous permettait quand même de gagner. Et en Ligue des Champions, c'était les joueurs, ça n'a rien à voir. Tu vois, et c'est pour ça que Parce que c'est aussi un rêve de gosse pour eux. Même pas, peut-être par rapport à la marge, on parlait de la marge, athlétique, technique. Des fois, tu as des joueurs, quand tu as des... tu as un peu plus de marge, des fois, tu as un peu plus de marge. Donc ça peut arriver. Mais le plus dur, c'est de maintenir un niveau de performance le plus haut possible. Et tu as plusieurs stratégies. Hein. Est-ce que tu vas essayer de maintenir le plus haut possible? Est-ce que toi, tu veux surperformer
ou éclater tout le monde dès le début de la saison, parce que tu veux te maintenir, et tu sais que si tu prends plusieurs points et des victoires dès le début de la saison, alors que d'autres équipes elles sont sur une montée un peu plus progressive, ça va te mettre en confiance et tu sais que ça va te permettre de capitaliser dessus. Tu vas gagner un delta. Voilà, ça dépend des stratégies des clubs. Il y a un club qui joue chaque année, le Real Madrid, chaque année, eux ils savent que chaque année, tous gagnent en fin d'année. Donc là, on les a tués au mois d'octobre, on les a tués au mois de novembre, plein de blessures, tout ça. Antonio, il est resté froid par rapport à tout ça. Antonio Pintus, là, regarde, en fait, t'as envie de leur dire, les gars, ils sont premiers en Ligue 1, en Liga, ils sont en Coupe d'Espagne, en Champions League, ils sont toujours là. Il va falloir les battre dans 2 mois. Il va falloir les battre. Tu vois, si tu veux un titre, tu sais que tu vas lutter contre eux. Alors qu'on les fracassait à 3 mois. Eux, ils travaillent sur une saison. Tu vois, ils travaillent sur une saison. Donc après, Antonio, lui, c'est une mentalité. Il vient de l'athlétisme, tu vois, à l'origine. Donc il a une vue un peu plus globale. Il a surtout l'expérience. Donc il sait exactement où il va. Donc, et à un moment donné, je vais te dire un truc. Il y a de la casse. Si tu veux tout le temps avoir une intensité hyper importante et élevée, tu vas avoir de la casse. C'est normal. C'est normal, c'est automatique, c'est partie du jeu. Est-ce qu'il y a une thématique que tu avais envie d'aborder, toi, aujourd'hui ? Non, alors, il y avait celle que je t'ai dit, on a parlé sur la relation entre le médical et la prépa physique, qui, moi, me paraît importante et qu'elle est pas compliquée, en fait. Faut plus qu'il y ait un peu ce tiraillement entre ces deux activités, les kinés, les médecins et les prépas. C'est facile, on est en train de créer le support et presque j'ai envie de dire, tu vas passer un message au club, construisez vos staffs support. On a des compétences en France, on n'est pas moins compétent qu'ailleurs, vraiment, pour observer, on n'est pas moins compétent qu'ailleurs. On a un bon championnat, on a une bonne formation en prépa physique, on a des très bons kinés, on a des très bons médecins du sport, on a un très bon podologue, ostéopathe. Enfin, on est bien. On peut construire des bons staffs, on a des bons nutritionnistes. Tout ça. Donc, on peut construire des bons staffs, support et propres au club et garantir une stabilité. Et ça ne veut pas dire que derrière le coach pas venir avec son staff. Il peut chacun fonctionne comme il veut, mais ce serait bien qu'il y ait un peu plus de stabilité pour les staffs en place. Tu vois, sur tous les aspects à la fois médical et après le reste. Tu as parlé de thèmes qui me paraissent très importants. C'est le développement du jeune joueur, c'est génial, tu vois, d'avoir mis ça en avant. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En fait, j'ai l'impression qu'on pourrait passer 4 heures à discuter et que ça déroulerait aussi facilement. C'est la passion, je pense. C'est la passion. Moi, je suis un amoureux de la science, un amoureux du sport, du foot. Et on peut discuter longtemps. Alors moi, je vais te poser une question justement avec le rapport science et terrain. Comment est-ce qu'on fait pour approcher ces 2 mondes ? Parce qu'ils communiquent peu, pour pas dire pas. Tu as exactement dit ce que je pensais en 2004-2005, quand j'ai commencé à écrire mon livre de l'entraînement à la performance en football, qui est devenu un best-seller, qu'on ne vend plus maintenant, mais qui fait un peu de 100 pages. Ce livre-là, il est sorti pas pour me mettre en avant, pas pour gagner de l'argent, parce que tu gagnes rien quand tu écris un livre dans le sport, mais en fait, j'avais fait un état des lieux que les scientifiques, les mecs qui étaient en université souvent, critiquaient les mecs du monde du sport, du terrain, ils comprennent rien, presque, t'as envie de dire, ils nous négligeaient, tu vois, les hommes de terrain. Et d'un autre côté, les hommes de terrain, ils te disaient, les scientifiques, vas-y, ils savent pas, ils comprennent rien au terrain. Enfin, en fait, il y avait 2 mondes qui étaient complètement opposés. Et je me dis, putain, mais c'est dommage, il y a quand même pas mal de choses. Et le livre que j'ai fait, de l'entraînement à performance en football à l'époque, l'idée, c'était de rassembler, de dire, voilà, qu'est-ce qui rassemble un petit peu, quels sont les articles qui justifient, on va dire, scientifiquement, et qui rassemblent à la fois la science et le terrain, donc sur tous les différents facteurs de la performance. Donc on a analysé tous les facteurs de la performance, on a analysé les activités, et l'idée, c'est de dire comment la science aide le terrain, et comment le terrain, forcément, le terrain, tu as besoin du terrain pour influencer la science. Voilà, influencer la science. Donc c'était délicat à l'époque. Il y avait une opposition. Cette opposition, maintenant, elle n'existe quasi plus. Tu as des universités comme Montpellier, Lille, Clermont, Saint-Étienne, Lyon, bien sûr, à Lille, Bordeaux, qui travaillent très, très bien et qui ont des recherches en sciences du sport, un peu comme maintenant en Angleterre, qui sont épaulés par les clubs locaux. Donc, tu vois, Lyon, on travaille main dans la main avec l'Asvel, avec le Loup, avec les clubs de l'All-in Academy,
avec l'OL, tu vois, chaque année, depuis plus de 10 ans, enfin moi j'observe ça, hein, tu as des stagiaires systématiquement, il y a des liens, il y a des thématiques de recherche qui peuvent être remontées, et donc tu as vraiment un mariage, tu vois, on va dire une sorte de collaboration locale. Ce qu'il ne faut pas se voir la face, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as des moyens, tu as de la recherche, et tu essayes de marier avec ce que souhaitent les terrains. Et ça se fait humainement, maintenant aussi, parce qu'avant, il y avait un peu cette opposition. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais te répondre, hein, mais en tout cas, elle existait. Maintenant, on est formé en tant qu'enseignant-chercheur, comme on a ces compétences un petit peu de prépa physique ou d'entraîneur, tu vois, parce qu'on a des équivalences, on a cette possibilité qui nous est offerte de faire différents diplômes en même temps. Donc, on a une meilleure compréhension. Donc, ce qui fait que les mains elles sont plus facilement tendues et on collabore de manière un peu plus intelligente et cohérente. Et c'est fondamental. C'est fondamental pour tout le monde, pour la recherche et pour le terrain. Parce que le terrain, il a besoin de nous. Nous, on va tester certaines choses, peut-être pas comme je te dis, sur les pros. Et une fois que ça marche, je me dis, tiens, regarde, on a trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses? Et inversement, tu vois, Après, de la même façon, moi, ce que j'aime bien également, c'est aller au colloque, faire des workshops, aller au colloque, aller à des congrès, à des conférences. C'est génial. Tu discutes avec tout le monde, tu t'enrichis, tu vois des sociétés. Et en fait, ça te met toujours en éveil sur comment tu pourrais peut-être optimiser, modifier une stratégie, un exercice, faire évoluer. Et en fait, tu dors pas, quoi. Tu dors pas, tu t'éveilles. Et tu te nourris de tout ça, on se nourrit les uns des autres. Tu vois, moi, j'aime bien aller voir les entraînements des jeunes. Là, je suis intervenu au DUOPF à Montpellier, et il y avait des mises en situation pédagogique des stagiaires. Et il y avait un stagiaire qui était en club amateur, dans un très bas niveau avec des jeunes, mais son exercice direct, j'ai adoré. Il y a une situation, mais je lui ai dit, ça je t'apprends, direct, c'est génial, c'est top, tu vois. On s'inspire les uns des autres. Souvent, les gens pensent que ceux qui sont à très haut niveau, ou en pro, ou en Ligue des Champions, ce sont les meilleurs. C'est pas vrai. C'est plus facile de travailler dans un club comme Liverpool, comme Lyon, comme Nice, comme Marseille, que de travailler dans un centre de formation en 17-19 où tu as des contraintes de temps, tu as des contraintes scolaires, tu as des contraintes administratives, tu as des contraintes hormonales, de croissance. C'est difficile, tu vois, c'est dur. Et malheureusement, on a un manque de reconnaissance encore, je pense, dans l'activité de la préparation physique. On doit développer tout ça. On se doit de grandir. Alors maintenant, je sais qu'ils sont en train de créer un diplôme de prépa physique, de fitness coach. Ouais, pas forcément aux jeunes, mais l'UEFA a créé ça. Donc, tu as 6 fédérations qui sont tests. Donc, tu as la Belgique, tu as la Suisse. La France, on n'est pas concerné. Qui développent le fitness level B et après le fitness level A bientôt. Ce sera peut-être même une obligation, j'imagine, pour le prépa physique pour pouvoir exercer en club ou un club qui joue à la Coupe d'Europe. Tu vois, tu as des obligations. Donc, c'est intéressant. Notre statut commence à évoluer. Et j'espère que le statut des prépas physiques en jeunes, parce que souvent, quand tu vas chez les jeunes, c'est des prépas, c'est pas forcément des personnes qui sont expérimentées, souvent on va te mettre des stagiaires ou des gens qui débutent. Il faudrait faire l'inverse presque. Tu dois avoir des gens hyper compétents chez les jeunes, c'est très dur d'être chez les jeunes, c'est pas facile. Hein. C'est clair. C'est pas facile. Et souvent, moi je redis ça, c'est en pro, moi j'ai commencé de suite en élite, en compétition internationale, et j'ai fait que ça, mais c'est une chance. J'ai eu une chance que quelqu'un d'autre aurait pu avoir ma place. C'est parce qu'on m'a tendu la main. C'est un parcours fait de rencontres, de choix. Mais je ne me mets pas au-dessus d'un autre. Pour moi, on est tous confrères, on est tous pareils. Et j'espère qu'aucun de nos confrères se met au-dessus d'un autre. Et peut-être que ça aurait pu être quelqu'un d'autre à ma place. J'ai eu cette chance. Il faut vraiment s'en rendre compte. Hein. C'est important, tu vois, je suis d'accord. De rester à sa place. En fait, on est humain, on est tous pareils. En fait, on est tous... Tu vois, le mec qui est en Ligue des Champions, t'es pas meilleur que le mec qui est en 17, ton prépa qui est en 17 nationaux. Donc tu vas le considérer, t'es dans ton club. T'as juste un autre public. Ouais, moi c'est pour ça que je dis, le mec qui est en pré-fou, je vais le voir. Je vais discuter avec lui et je le considère, tu vois. Il faut considérer, je pense. Et c'est fait, ça se fait de plus en plus, tu vois. Je pense qu'on a une certaine confrérie qui est en train de se fortifier, tu vois. Je suis d'accord. Je commence par les questions de la fin. Ça fait 2 heures, je pense qu'on est... Non. 1h45, quasiment 2 heures.
Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? Et un bon entraîneur, c'est un bon manager. Quelqu'un qui a de l'expérience, de la sensibilité. Et quand je dis de l'expérience, c'est pas une expérience longue. Tu vois, Habib Bey, il n'a pas une expérience d'entraîneur qui est longue. Il a 3 ans. Pourtant, ça va être un top coach et j'ai un beau ressenti. C'est quelqu'un qui a un beau ressenti, qui a une bonne réflexion, qui percute vite, qui est capable d'analyser un grand nombre d'informations. Parce qu'en final, t'es le chef. Tu vois, Philippe Lambert, Claude Puel, ils aiment bien prendre cet exemple-là de chef cuistot qui a 1 million d'ingrédients qui va devoir mesurer, doser, choisir. C'est sa recette. Il n'y a que lui. Et des fois, bah, tu vois, Maïté, elle te disait, je ne sais pas si tu te rappelles Maïté, elle était incapable de te mettre sa recette. Elle le faisait tout au feeling. Ouais. Tu as certains coachs, ils ont tous les éléments et il n'y a qu'eux qui sont capables de faire cette recette-là. Donc, nous, on est là pour les aider. Et c'est comment ils arrivent à intégrer les millions d'informations qu'on leur donne, qu'on a déjà nous triées, et comment eux, ils vont les considérer. Tu vois, le joueur qui est en fin de contrat, le truc, comment ils vont gérer. Et ça, c'est pas facile. Et gérer un groupe, tu vois, c'est être manager. C'est être manager, mettre les bonnes stratégies en place, bien gérer tout le monde, avoir le bon discours, être un bon communicant. Enfin, c'est beaucoup, hein. Coach, c'est dur, hein. C'est une exposition, c'est un métier. J'ai eu la chance, entre Lucien Favre, Claude Puel, Sébastien Minier, Vaida Rosic, tu vois, j'ai eu quand même des coachs, c'était Jamel Belmadi. J'ai eu la chance des coachs qui avaient beaucoup, beaucoup de qualité. Tu apprends en fait beaucoup d'eux, tu t'imprègnes parce que ce sont des meneurs d'hommes. Souvent, une des qualités qui ressort, c'est meneur d'hommes. Qualité manager, meneur d'hommes. Ok, trop bien. Et en prépa physique, qu'est-ce qu'un bon prépa? Un bon prépa, pour moi, c'est quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est à la fois à l'écoute de la science, qui se remet en question, qui a une sensibilité terrain, qui est humble, qui collabore avec tout le monde, qui essaie de concerner tout le monde et de la même façon, qui essaie de développer systématiquement ses compétences, ses qualités, tu vois, de se nourrir à travers des nouvelles formations, toujours s'imprégner de ce que se fait, observer ce que font d'autres activités sportives, d'autres confrères. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui a pas peur de s'entourer, et qui peut être à l'écoute des joueurs, mais des fois qui peut aussi être directif quand il faut l'être. Tu vois, il faut avoir un peu. On peut pas dire qu'il y a un bon et un mauvais prépa. Tu vois, on peut être très bon prépa une saison et le pire l'année d'après. Tu vois, c'est ça qui est ingrat. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a que des bons prépas en France. Hein. Toi qui dis. Ouais, je pense. Non, mais vraiment, Oui. on a une culture prépa physique et une culture du sport On a un vivier important. Ouais, Je suis d'accord. qui est très bonne en France. Vraiment, souvent, on nous néglige un peu, je trouve. Mais vraiment, on a une confrérie qui avons de grosses compétences. Vraiment, on est une grande compétence. Est-ce qu'il y a des ouvrages, sportifs ou non sportifs, que tu recommandes pour un jeune entraîneur ou un prépa physique ou qui tu veux? Des jeunes ouvrages, des ouvrages que je recommande. Alors, on est où? On est dans une librairie du sport. Si Ouais. je te mets là, c'est que, ok, c'est un ami, mais j'ai un amour particulier pour la lecture. Je pense que chez moi, je dois avoir entre 300 à 600 livres. Je ne les ai pas comptés, mais je pense que je peux monter à 600 livres. Dans les 600 livres, il y a peut-être 300, 400 uniquement sur le sport. Et ça part de la physio, de la prévention, de la blessure spécifique d'une épaule, d'anatomie, de physio, de biochimie, de régulation, d'endocrinologie, de prépa physique, de tous les sports, dans toutes les langues, italien, espagnol, anglais, je suis allé chercher partout et j'adore, tu vois, c'est se nourrir en fait. Et il y a tellement de richesses dans tous les pays avec des autres visions. Donc c'est dur de te sortir un livre, j'ai du mal, je pourrais pas te le dire. J'aime beaucoup ceux de Michel Dufour, vraiment. Ceux de Michel Dufour. Ils sont compliqués à trouver maintenant. Ouais, mais ils sont. Il y en a quelques-uns qui sont encore édités. Peut-être qu'ils vont les rééditer. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont encore édités sur les 4 ou 5. Ouais, je pense que. Après, j'aime bien celui de Benjamin Delmoral. Ouais. Voilà. Prophylaxie, prépa physique. Exactement, je trouve ça très intéressant. Il y a celui de Christophe Dafuriella. Ouais. Sur. C'est spécifique foot, ça. Alors, non, c'est sur la prévention des blessures Ok. et la prise en charge du joueur, tu vois, la réalisation.
C'est très intéressant. Il a une vue scientifico-pratique très enrichissante. Ça, c'est vraiment des ouvrages que j'aime bien. Après, il y a les bouquins de Franck Le Gall et d'Emmanuel Laurent sur les blessures et l'épidémiologie des sportifs et des cas d'études, des cas concrets. Ça, j'aime beaucoup. Donc, ça mélange toujours un mélange science pratique, donc très intéressant. Tu as celui de Martin Buchet sur le HIIT et les égos, sur les égos. Après, j'en ai beaucoup sur la physiologie. J'aime beaucoup Villemort et Costil. Tu vois, sur la physiologie de l'effort, c'est très intéressant. Sur l'aspect anatomique, parce que ça fait partie de notre corps de métier, la biomécanique. Après, si tu veux, j'ai envie de te dire, je ne vais pas prôner mes ouvrages, mais mes ouvrages, j'essaie de rassembler tout ce que je lis en termes d'articles scientifiques. Je ne donne jamais mon point de vue. Tu vois, j'essaie d'avoir une position neutre où j'essaie de recenser. Tu vois, le dernier ouvrage sur le guide de la prévention des blessures, je voulais recenser tout ce qui existait, tout ce que je pouvais lire scientifiquement au travers d'autres livres dans toutes les langues et de le donner aux gens, de le partager. En fait, c'est une notion de partage sur quelles sont les spécificités des blessures, les pathologies de croissance du jeune sportif, chez la femme, quelle est la relation entre la gestion de charge de travail, stratégie de récupération et les blessures, enfin voilà, l'épidémiologie de toutes les activités, tu vois, pas forcément. Toutes ces questions, en fait, j'ai essayé d'y répondre et je pense que c'est important d'avoir un peu ces éléments. Un livre, c'est un partage. Tu vois, moi, je le conçois comme ça. C'est pas, je te redis, on ne gagne pas de l'argent, on ne gagne pas notre vie avec un livre, clairement pas. Par contre, on partage. Voilà, pas l'auteur, c'est sûr. Mais après, je sais que mon dernier ouvrage, il plaît beaucoup, là, une saison de préparation physique, parce qu'il est à la fois scientifique et pareil, terrain, et on essaye de proposer des stratégies qui existent entre la prise en charge en début de saison jusqu'on fait toute la saison complète. Et on essaie d'avoir toutes les options et les visions préventives, développement, jeunes, femmes, donc de manière assez vulgarisée. Donc malheureusement, j'aime bien vulgariser pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. À un moment donné, tu es obligé de spécifier, tu vois, donc, et d'aller plus dans le détail. Mais après, voilà, je t'ai dit un petit peu tous les ouvrages et après, c'est... Il y en a plein. Ouais, il y en a. Ouais. Franchement... Pareil, en français, on a quand même de la chance par rapport à d'autres langues où il y a beaucoup les Italiens et les Espagnols sont forts. Italiens et Espagnols sont très forts sur la préparation physique intégrée. Vraiment, j'ai trouvé beaucoup d'ouvrages là depuis 2010. Les Italiens sont pas mal aussi, mais c'est plus dissocié, mais très intéressant. Très intéressant. L'Espagnol, c'est plus intégré. Les Italiens, c'est un peu dissocié. C'est un peu de méthodologies différentes. Très intéressant. J'ai lu beaucoup d'ouvrages de chez eux. Tu vois, en Italie, c'est Calcetti et je ne sais plus comment il s'appelle l'éditeur. En Espagne, tu as plusieurs éditeurs qui sont spécialisés vraiment dans le sport. En France, on n'a pas... Fortrainer maintenant est spécialisé dans le sport, mais il n'y a pas que, tu vois. Il y a Amphora, c'est pas mal, tu en as 2-3. Mais là, c'est vraiment... en Espagne, Italie, France, on est pas mal. Les Anglais, c'est intéressant. Mais on a pas mal de choses. On a pas mal de choses... et les ouvrages, voilà, je te dis, on peut passer la journée, je peux te dire. On aurait dû aller dans ma bibliothèque, où là, on peut même aller se promener. Et là, je reviendrai alors. Ah ouais, parce que là, mais je pense que c'est... La lecture, j'aime bien cette question parce que c'est se nourrir de choses, d'informations qu'on nous partage et ça t'enrichit l'esprit, tu vois, ça t'enrichit. Et j'ai pas assez de temps pour lire et ça m'embête. Et c'est vrai que maintenant, avec les Instagram, tu as un peu ces on parlait de microdosage, mais tu as tes microdoses d'éléments, de personnes, de jeunes, d'étudiants, de personnes qui n'ont rien à voir avec le sport et qui te permettent d'optimiser un peu ta méthodologie de travail. Mais pour moi, un livre qui est bien fait, c'est toujours... Enfin, j'adore. Je prône le livre, même si ça a tendance un peu à disparaître avec notre ère numérique. Ouais, ça s'arrête pas, mais bon. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, alors c'est dur le mot de la fin, mais en tout cas, je te remercie. C'est cool, c'est un bon moment. Toujours, je pense qu'échanger sur nos activités, sur la manière dont on voit un peu les choses, on se confronte à soi-même, on se confronte les uns les autres, et on essaye de développer, et je pense qu'il faut qu'on garde cette humanité, cette confrérie, tu vois, ce partage, et c'est important d'avoir ce respect, quelle que soit notre activité, qu'on soit indépendant, dans un club, dans une sélection, en pro, en jeune, voilà, de se respecter les uns des autres et de se nourrir et de s'épauler. Tu vois, je pense que c'est un mot pour moi qui est important, s'épauler avec humilité, respecter les uns les autres
Et on avancera tous ensemble. Et on aura chacun, à un moment donné dans notre vie, la chance de pouvoir tutoyer nos objectifs. Parce que peut-être que nos objectifs, c'est pas d'être en pro. Hein. Peut-être que c'est de, c'est de développer le jeune joueur. Hein, et ça se respecte et c'est tout à fait respectable, bien sûr. Mais merci pour ce moment. C'est top. Avec plaisir. Merci, Alex. Allez, à très bientôt en tout cas. Et bonne écoute comment on dit, aux auditeurs. Aux auditeurs, voilà. Aux entraîneurs, à tout le monde. Et au plaisir d'échanger. Merci, Alex. Ça y est, l'épisode est terminé. On se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison 4 avec Bruno Parietti, qui est une légende de l'entraînement et de la préparation physique en France. N'oublie pas, va voir ce que fait Larrock sur leur site, le lien est en description. Salut!